Oh my God! Quelqu'un qui pourrait débuter, qui hésite à débuter, l'argument choc que tu donnerais à quelqu'un qui dit « Ah, je sais pas, le JJB ou le football. » Viens faire du jiu-jitsu. En plus, tu vas pouvoir apprendre à étrangler des gens. Tout en rigolant. Tout en rigolant. Moi, l'échec, justement, ça me fait rebondir à chaque fois. C'est la vision que les gens devraient avoir, en fait. L'échec devrait les aider à avancer. Eh bien, bonsoir, ça y est, il est 19 h, c'est bienvenue chez le doc, on est là, on est mardi, on est ensemble, je suis le docteur Jean-Marc Sen et on est là pour parler de sport, santé et actualité. Alors, vous savez, bon, chaque mardi, évidemment, dans cette émission, on est ensemble et effectivement, on fait même des petits réglages. Hein. Vous allez voir que on va régler la caméra qui est un peu trop basse. Et dans cette émission, évidemment, eh bien, on va parler de sport, de santé. Chaque semaine, je vais vous le présenter tout de suite. On a une personnalité du sport ou de la santé. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelqu'un véritablement d'absolument remarquable. Vous allez le voir tout de suite. Mais avec ça, dans l'émission, on va évidemment s'amuser. On va essayer de gagner un livre. Hein, et vous verrez quel livre on va essayer de gagner. On va jouer, il y aura des quiz. On va parler d'actualité. Voilà, on va faire tout cela. Alors, je remercie évidemment d'emblée notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention hein, qui nous accompagne. Et puis, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux Instagram, YouTube, TikTok, Twitch. Voilà, vous avez de quoi faire avec plein d'infos extrêmement intéressantes. Alors, s'il vous plaît, il est membre de l'équipe de France de grappling. Il est vice-champion du monde de grappling. Il est champion du monde de Kempo. C'est un gymnaste hors pair. Il a mis en place un pôle santé à Bazaine, à côté d'Épinal. S'il vous plaît, il s'agit de Pierre Manzo qui est là. Bonjour Jean-Marc. Salut Pierre, ça va? Comment vas-tu? Bah Bon, super. Très heureux de t'accueillir enfin, j'allais dire, parce qu'on en parle depuis un petit moment, et effectivement, bah, c'est pas, les emplois du temps, c'est pas toujours facile, mais là, on a réussi, tu es là, voilà, la question du doc, toujours, comment vas-tu? Je vais très bien, merci en tout cas pour l'invitation. Et comme tu dis, ça fait longtemps qu'on voulait se faire cette émission. Je suis là aujourd'hui et ça va être fun. Et ça va être absolument fun. 4 novembre 1989, à Épinal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? je suis né là-bas. Voilà, je viens d'Épinal, donc dans les Vosges. On est à 4h30 d'ici, voilà. De Paris du coup. Ouais. Voilà. Donc là, voilà, tu arrives, le miracle est fait. Exactement. Tu arrives. Tu as grandi à Épinal. Alors j'ai grandi à Rambervillers, c'est à 30 minutes d'Épinal, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est ta ville de naissance et où tu as grandi et où tu vis encore. C'est où je vis encore et c'est là où j'ai mon activité principale. Ton activité. Bon, ça, c'est une ville, évidemment, les Vosges, Épinal, c'est une région à laquelle tu es attaché, évidemment. Exactement. Il y a une grande partie de ta famille qui est sur place, etc., qu'on salue, j'espère qu'ils nous regardent peut-être. Je pense voilà. aussi. Hein bon, et donc, et tu es aussi papa. Tu es papa d'une petite fille. Ouais, d'une petite fille, Jade. Bon, Jade, allez, on va faire exception. Jade, tu vas venir pour venir à la. Hein, voilà. Jade est là, elle nous fait coucou. Salut Jade. Bon, elle va être là donc pendant toute l'émission. Alors, c'est important la famille. Non, c'est important la famille. J'y attache énormément d'importance. Après, elle est déjà grande, elle a 12 ans. Oui. Ça se passe super bien. C'est pareil, c'est une mordue de sport. Et c'est vrai, je l'emmène un peu partout avec moi, que ce soit en compétition ou par exemple en rassemblement équipe de France. Ça m'arrive de l'emmener avec moi et c'est un peu la mascotte. Donc c'est des super moments en tout cas entre père et fille. Et fille, la fille et la famille, c'est aussi les parents. Et les parents, exactement. Voilà. J'ai de la chance de les avoir aussi derrière moi, qui m'encouragent en tout cas à faire ce que j'aime. C'est pas toujours évident. Je suis pas forcément toujours là, donc j'essaie de profiter au maximum de mes parents. Voilà. Et puis 2 frères.
Deux frères, deux frères. Deux frères, voilà. Un grand, un petit. Alors non, c'est moi, Non, c'est toi moi le le petit. petit. C'est Non, toi moi, le petit. c'est moi C'est le le petit. petit. C'est moi le petit Qu'est-ce que et du coup, il y a Franck qui est tout en haut, donc le plus grand, Ouais, qui me soutient énormément aussi dans le sport et qui pratique le jiu-jitsu avec moi. absolument. Et après, il y a Adrien que je vois aussi beaucoup, mais voilà, il n'est pas forcément dans le sport. Exactement. Mais voilà. Trois frangins super sympas. Je dis ça puisque je vous Tu les connais, je ouais. vous connais. Allez, il y a un troisième homme ici. Il y a un troisième homme. Le troisième homme, c'est le chat. C'est le chat. Le chat qui peut intervenir à tout moment. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions à Pierre. Là, vraiment, le chat, Bougies est là, Québecop est là, Tatar est là. Enfin, voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui sont là à poser des questions, on va décrire tout ça. On commence, tu sais, toujours par décrire de la plus jeune âge jusqu'à maintenant. Ça, c'est le principe de l'émission. Donc, tout gamin, ton premier sport que tu as pratiqué, c'était quel sport? Alors, j'ai commencé en club par le basket. Par le basket. Par le basket. J'ai fait Oui. 1 an de basket et en fait, j'ai mon frangin qui faisait, donc celui du milieu, qui Oui. faisait de la gymnastique. Et voilà, j'allais le voir de temps en temps et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse de la gymnastique. Ça me correspond plus que le basket. D'accord. En plus, j'ai commencé le basket à 9 ans, j'étais vraiment tout petit. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Ah oui, oui, Bon, après, quand j'ai eu 14 ans, j'ai grandi d'un coup, mais aujourd'hui, je fais 1m80, ça va, j'ai pas à me plaindre. Et du coup, donc, le basket pendant 1 an, et après, j'ai basculé en gymnastique, et j'en ai fait pendant 12 ans. 12 ans de gymnastique. 12 ans de gymnastique, ça c'est un sport qui est particulièrement utile, ce qui t'aide beaucoup aujourd'hui. Exactement. Parce que le fait d'être gymnaste, justement, c'est toute l'appréhension de l'espace, de C'est ça. l'environnement, etc. Ça, c'était quel type de gymnastique? Alors, c'était artistique masculine, donc là, c'est que les agrès masculins. On avait sol, arçon, anneau, parallèle, fixe. Et donc ça, c'est très, très... Et c'est vrai que les gens se rendent pas compte de la difficulté de la gymnastique. On doit Non. toujours penser à les pointes de pied, le mouvement parfait, etc. Ça demande énormément de travail. L'équilibre, c'est extrêmement beau. Et juste pour rappeler, j'étais pas en tutu avec. Souvent c'est l'image qu'on donne. Le gars il était en collant et en tutu. Donc j'étais pas en collant. Ça, c'est la danse. Ça c'est la danse. Donc non, un beau sport. Je regrette pas. J'ai pratiqué justement dans ma région où on avait une petite salle. On a fait des choses à haut niveau entre guillemets par rapport aux moyens qu'on avait. Ouais. Et c'est une fierté en tout cas. Et en plus, ça revient vraiment, entre guillemets, à la mode, parce que le street workout qui revient, qui est en fait Beaucoup de mouvements de gymnastique. hein, et qui reviennent. Et donc, ça, c'est assez étonnant, parce que la gymnastique était un peu désuète à un moment donné. Hein, justement, tu disais les collants, etc. C'était un peu désuet. Et maintenant, ça revient extrêmement à la mode. C'est très... Ouais, c'est une méthode revisitée en fait de la gymnastique. Voilà, et donc c'est intéressant. Ça, t'en fais un peu du street workout? Alors non, pas spécialement. J'en ai fait un petit peu où des fois je vais voyager et j'ai pas forcément de salle de sport. Je vais plutôt utiliser les bars qu'il peut y avoir en extérieur par exemple. Bon, tiens, Mr Mip qui revient, tiens. Salut Doc et Pierre, salut Mr Mip, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Tatar qui demande, est-ce que la gym est utile pour la pratique du JJB? J'y réfléchis en ce moment. Ah, Tatar veut faire de la gym. Bon, alors la gym, pour moi, ça m'a vachement aidé. D'une par rapport à la souplesse, à la mobilité en fait. D'une et ensuite se voir dans l'espace, les mouvements dans l'espace. Souvent, ce qu'on faisait en gym, c'est on ferme les yeux et on apprend à se voir dans nos têtes, tu vois. On s'imagine dans l'espace. Et du coup, je peux faire la même chose en jiu-jitsu brésilien et ça m'a vachement aidé en fait. Tout ce qui est coordination. La coordination beaucoup. Hein. Schéma corporel et connaître son corps, la proprioception. C'est exactement ce que tu dis. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, éventuellement, tu conseillerais? Je conseillerais totalement. Tu conseillerais mais pour tous les sports. En fait, je me rends compte que quand on fait de la gym pendant longtemps et à un niveau déjà, parce que si on fait 10 ans mais qu'on n'a pas forcément de niveau, on ne peut pas développer toutes les capacités qu'on pourrait avoir si on était à haut niveau. Moi, j'en ai fait pendant 12 ans, j'avais un bon niveau, j'étais en dessous de la télé, hein, c'est pas voilà, je faisais des trucs, des super trucs. Ah donc t'étais en fait, moi j'étais en national A, j'étais en national A moi. Ah, oui, j'ai terminé ma carrière en national A, donc c'était en dessous de la télé, voilà. Donc je faisais des belles choses. Tu dis le plus élevé, c'est quoi? Comment tu dis? Avant la télé,
Avant de passer à la télé comme les athlètes Ah, de haut avant niveau. la télé, oui, Avant la télévision. La télévision, ouais. Ah, pardon, Avant la ouais, télé. j'étais en train de dire, je dis, c'est un Non, niveau ouais. que je connais pas. Je cherchais le niveau, je disais, je connais pas la télé. On va voir si c'est dans le dictionnaire, du coup, je sais pas, la télé. Donc, ouais, D'accord. c'est juste avant d'être athlète de haut Oui. niveau. Donc, le plus haut, c'était National A. Voilà. Ok, donc très très haut niveau. C'est Donc ça. très très haut niveau, un des plus hauts niveaux français en tout cas. Donc ça c'est le sport, effectivement. Et l'école. Comment c'était l'école? Est-ce que tu étais bon élève, moyen élève, mauvais élève? Alors, j'étais bon élève, mais j'aimais pas l'école. Ouais. Donc, en fait, les devoirs, c'était compliqué. J'avais pas forcément envie de les faire. Des Ça te fois- correspondait pas? Non, ça me correspondait pas d'être assis sur une chaise. C'est pour ça que j'ai choisi de partir sur du professionnel. Ouais. Hein, je suis reparti sur un BEP électricien et un bac pro électrotechnique. Pareil. Ah, donc tu es électricien? Ouais, exactement. Ah, bah, C'est ça. c'est intéressant. Dans la famille, on est très manuel et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de travaux. Bah, ça, on pourra en reparler après. Mais ouais, Mais j'ai là, privilégié. on peut le dire tout maintenant. Tu as une capacité à, parce que ça tout le monde ne l'a pas, hein, à travailler manuellement, à faire des choses. Exactement. Et que ça soit dans le bâtiment ou peu importe la tâche qu'on va me donner, en fait, je pars sur l'adaptabilité en fait. Je vais m'adapter à ce qu'on va me proposer. Même si par exemple, j'ai jamais fait le métier là, eh ben, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais après, je le fais naturellement sans Sans se forcer. sans se forcer à faire les choses. Bon, ça, c'est un élément l'adaptabilité, c'est un élément d'intelligence. Hein. C'est un élément d'intelligence. Donc, il n'y a pas que l'école. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a reçu beaucoup de monde, bien sûr, à Bienvenue chez le Doc. Hein. On doit être à la 50e émission, je sais pas. Et beaucoup disent, mais à l'école, ça ne me correspondait pas du tout. Ouais. Et ce sont des gens qui ont réussi, alors dans le sport ou dans d'autres choses, mais qui disent, mais l'école, ça, à chaque fois, même certains ont été en échec scolaire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, ils ont réussi en faisant autre chose, en trouvant leur propre voie. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas, Jade, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ouais, parce que l'école, elle le sait, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on trouve des solutions en tout cas quand il y a besoin. Quand il y a besoin. Bon, quand tu étais gamin, c'était quoi tes rêves? Comment tu t'imaginais, voilà, à 30 ans, comment tu disais, Pierre, moi, j'ai 12 ans, j'ai 10 ans, je suis comme Jade, j'ai à 12 ans, et comment je serai dans 20 ans? La question là, je me suis pas trop posé. Bon, après, on faisait plein de choses avec mes frères. Hein. Ça nous arrivait, on faisait des petits courts-métrages avec des caméras, des trucs qui avaient aucun sens. C'était marrant. On a fait plein de choses. Hein. On a beaucoup joué. Après, au jour d'aujourd'hui, ce que je dis beaucoup, c'est que je veux vivre les choses. Je veux pas de regretter quand j'aurai 60 ans. Donc, je vis comme ça en fait. Je me donne à fond dans ce que je fais. C'est pour ça que dans le sport, c'est la même chose ou dans la vie de tous les jours. Dans ce que j'entreprends, j'essaie de le faire à fond pour jamais regretter en fait. Et donc ça, l'idée c'est ça. Ça veut pas dire que tu t'étais pas dit je serai sportif de haut niveau quoi que ce soit. C'est en fait tu vivais au jour le jour. Je vivais au jour le jour. D'accord. Bon après, on a tous les rêves d'enfant où on se dit on veut être pompier ou policier, oui. Voilà les choses là. Mais rien, voilà. Ok, d'accord, les trucs assez classiques. exactement. Tes hobbies, tes passions à l'époque, c'était quoi? C'est-à-dire le sport, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y avait de la musique, des séries, des films, des plats, des animaux, les voyages, enfin voilà. Alors moi, j'étais un geek moi. Un geek? Ouais, les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Et À côté, mais j'allais à l'école et derrière j'allais à mon sport. Donc c'était vraiment le truc à côté. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps. Et aujourd'hui, je me rends compte que je fais la même chose dans ma vie d'adulte. C'est que je fais énormément de choses, mais ça me convient en fait. Hein, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai besoin de tout ça pour me sentir bien. Donc les jeux vidéo, t'as arrêté? Alors les jeux vidéo, ça m'arrive encore. Je sais pas, ça doit faire. Bon, l'année dernière, on y rejoue souvent en famille. C'est marrant parce que c'est souvent pour la période de Noël. Ah, de Noël. ouais. On est tous enfermés, donc Ouais. on a tous un lien. On se rejoint sur le jeu vidéo, on se parle au casque et tout. C'est marrant. Parce qu'on est sur Twitch, alors Twitch. Bah voilà, les jeux vidéo, exactement. hein. C'est des jeux vidéo. Bon, alors donc on a, bon évidemment, comme tu sais, je suis souvent très occupé, évidemment, et comme je suis très souvent occupé, on n'arrive pas toujours à me joindre. Et donc voilà, il y a un ami qui s'appelle Pierre aussi. En plus, qui s'appelle Pierre bon, aussi. c'est les meilleurs. Et c'est les meilleurs, Pierre, et qui laisse un message, souvent tardif, mais il laisse un message quand même. On va pouvoir l'écouter. Ouais, à On 3 va heures du l'écouter. matin.
Merci de laisser un message après le bip sonore. Bon Jean-Marc, comment ça va aujourd'hui? Ouais, je t'appelle, je te fais un petit call parce que je sais que tu reçois Pierre Manzo. Alors Pierre Manzo, déjà tu reçois quelqu'un qui s'appelle Pierre, bon, c'est déjà un très bon signe. Hein. Je salue, je congratule. Alors, en plus tu reçois un Vosgien. Alors un Vosgien qui fait du jiu-jitsu brésilien, donc un sport gracile et créatif. On va le reprendre un peu. Tu reçois Pierre Manzo. Alors Pierre Manzo déjà. Merci de On va le laisser un reprendre message parce après le bip qu'il y a un peu le sonore. son qui a été coupé. Mais je crois que c'est la qualité du son. Hein, Bon Jean-Marc, comment ça va aujourd'hui? Ouais, je t'appelle, je te fais un petit call parce que je sais que tu reçois Pierre Manzo. Alors Pierre Manzo, déjà tu reçois quelqu'un qui s'appelle Pierre, bon, c'est déjà un très bon signe. Hein. Je salue, je congratule. Alors, en plus tu reçois un Vosgien. Alors un Vosgien qui fait du jiu-jitsu brésilien, donc un sport gracile et créatif, hein, comme chacun sait, où on se roule par terre avec des jolis bébés de 97 kilos suants qui éructent sur nous. Non, c'est pas le pitch d'un film pour adultes, hein, diffusé le premier samedi du mois sur Canal pour les connaisseurs et puis surtout pour les plus vieux de cette émission. On parle bien du JJB. Alors, comme moi, hein, parce que moi j'étais fan aussi, Pierre était fan de Jean-Claude Van Damme et de Jackie Chan. Alors d'ailleurs, il a un temps suivi la trace de ces deux héros, hein. Puis il s'est décidé à vraiment casser des bouches, car faire mumus devant la caméra, n'importe quel tocard en est capable, a-t-il déclaré. Il a même ajouté « Je ne voulais pas finir dans un remake de L'Arme Fatale 12, à pousser des cris en chinois mandarin et à faire des grands écarts à se faire péter les adducteurs, tout ça pour jouer un mercenaire hongrois en mission au Vietnam dans un mauvais film de série Z hongkongais. » Ça fait beaucoup. Enfin, t'as raison, Pierrot, te laisse pas faire et continue à casser des genoux. Bisous. Voilà le message qui est là. Alors voilà, bon, donc, bon, effectivement, bon, c'est un message plutôt humoristique, bon, là-dessus. Alors, dans Bienvenue chez le Doc, évidemment, bon, on va continuer, l'émission continue. Vous nous suivez surtout sur les réseaux YouTube, TikTok, Twitch, etc. Et puis, on va continuer l'entretien, notamment la carrière de JJB, hein, de Pierre, on va en parler. Le défi du doc, il y aura une surprise au défi du doc, je ne vous dis que ça, enfin ça va être assez impressionnant. Et puis tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer évidemment le quiz pour essayer de gagner le livre de la semaine. Alors, je vous le rappelle à chaque fois, le quiz, c'est la première personne identifiée. Si vous n'êtes pas identifié, malheureusement, on ne peut pas vous faire gagner le livre. Alors, pour être identifié, il faut être connecté à votre compte Twitch. Donc, premièrement, prenez votre compte Twitch. Si vous ne l'avez pas, vous en créez un très facilement, c'est assez rapide. Et à ce moment-là, vous allez lier votre compte Twitch au quiz. Pour ça, vous allez cliquer, vous allez voir apparaître l'icône QuizKit, hein, juste à côté. Vous allez dans gérer les accès, vous cliquez accepter et c'est fait. J'allais dire et c'est gagné. Et vous allez pouvoir commencer à jouer. Alors là, normalement, vous devez voir l'icône qui apparaît. Donc là, vous allez pouvoir cliquer dessus. Il y a un livre, je disais, qui a gagné. Le livre, c'est L'activité physique, un atout pour bien vieillir, de Frédéric Chorin aux éditions Une Presse. L'activité physique, un atout pour bien vieillir. C'est vrai que c'est important pour plein de choses, mais l'activité physique, c'est absolument essentiel. Alors, on va commencer la première question. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, hein, on répond d'un seul homme, oui. Et on commence la première question. En quelle année Pierre Manzo, juste à côté de moi, s'il vous plaît, a-t-il reçu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien? En quelle année, Pierre Manzo, ici présent, a-t-il reçu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien? Est-ce que c'est en 2014? Est-ce que c'est en 2024, 2019 ou 2009? 2014, 2024, 2019 ou 2009? Une seule bonne réponse, une seule bonne année où Pierre Manzo a reçu sa ceinture noire de JJB. À vous de la trouver. C'est la première des 3 questions qui vous permettra de remporter le livre si vous répondez juste et rapidement, évidemment. Alors donc, on attend bien sûr les réponses m'indiquent. Voilà. Et bien sûr, tu vas pouvoir me dire, Pierre, c'est en... Je dois te le dire, hein. Oui, là tu peux. En fait, c'est qu'il n'y a pas la date dedans. Non, je rigole, c'était une blague. Donc c'était en 2019. Bon, c'est en 2019, sinon... J'ai fait de frayeur. Sinon, c'est que ça allait pas. En 2019, alors effectivement, non, c'est Nino qui se serait fait disputer, hein, c'est tout, hein. Il aurait... Coup de. Voilà. Alors là, on voit, justement, cet élément
quand tu. C'est ça. Donc là, en c'était 2019. aux États-Unis à Las Vegas par mon entraîneur Robert Joisdel de la team Zenith. Voilà. Voilà, qui remet, qui Qui te me remet rem- la ceinture. Exactement, ouais. C'est le 30 juillet 2019. Robert Drysdale, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, bah justement, regardons ce qui trône là, en plein milieu du desk. Voilà, c'est la ceinture noire présente directement en plein milieu du desk. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette ceinture noire? Ça a fait quoi? Qu'est-ce que ça a fait de la recevoir? Bah, c'était surtout un accomplissement personnel en fait, de se dire que j'ai été jusqu'à ma ceinture noire parce qu'en fait le jiu-jitsu brésilien c'est une discipline, pour être bon il faut le pratiquer pendant longtemps. Tu peux pas mentir sur ton niveau en général il faut aller entre 8 et 10 ans, des fois voire plus pour avoir une ceinture noire. Et on se rend compte qu'on n'est pas beaucoup forcément à aller jusque ce grade-là parce Oui. que c'est très dur en fait. C'est une discipline qui est dure. Il y a beaucoup de choses à côté. Voilà. Donc un accomplissement personnel dans un premier temps. Après c'est la dernière récompense que j'ai eue avant de passer à d'autres disciplines. Bon, on en parlera peut-être après. Bien On sûr. ne sera pas forcément passé à d'autres disciplines parce que j'aime bien découvrir d'autres sports aussi. Et là, c'est combien d'années de pratique? Donc là, je suis premier degré. D'accord. Donc c'est 4 ans après ma ceinture noire. D'accord. Donc il faut compter aller entre, on va dire, 12-13 ans. 12-13 ans de pratique. De pratique. Donc Voilà. c'est vraiment un aboutissement, quoi. C'est un aboutissement, ouais. Tu as été aux États-Unis, tu as vécu longtemps aux États-Unis ou pas? Non, justement donc en fait, avant le jiu-jitsu brésilien, moi j'ai fait du kempo américain. Donc D'accord. on va revenir là-dessus. Le kempo américain, en fait, c'est self-défense et combat complet. Voilà, il y Où avait tu es champion du monde. d'ailleurs. où je suis champion du monde en combat complet sur les premiers championnats du monde qu'ils avaient organisés. Donc avec 4 combats dans ma catégorie. Et en 2012, j'ai reçu aussi ma première ceinture noire. Donc je suis ceinture noire 4e dan de kempo américain. Ouais, Voilà, donc il y a pas mal d'années derrière. ouais. Voilà, donc à chaque fois, je passais mes grades aux États-Unis, donc à Las Vegas. Donc j'ai beaucoup voyagé là-bas. Je suis parti aussi 2 fois 3 mois pour la langue, pour le jiu-jitsu, pour le kempo américain. Aussi dans l'idée de peut-être vivre là-bas dans un premier temps. Et en fait, finalement, j'ai eu d'autres opportunités en France quand j'ai créé ma première société dans le sport, D'accord. Training Center. Et voilà, donc je suis rentré en France et j'ai eu une opportunité, j'ai ouvert ma première société. Et voilà, après j'y suis retourné de temps en temps. Ouais, voilà, donc tu parles anglais bien. Je me débrouille, voilà, je me débrouille. Bon, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser des questions. On est avec Pierre Manzo, s'il vous plaît. On est là. Il vient de nous le dire. 2 ceintures noires, kempo américain, jiu-jitsu brésilien. Tout ça cumulé, ça fait plusieurs dizaines d'années de pratique. Exactement, ouais. Voilà, mais c'est des pratiques évidemment parallèles, mais qui font évidemment qu'on a un expert, s'il vous plaît, dans les sports de combat. Alors, on a parlé des États-Unis. Est-ce que tu aimes voyager, sinon, d'une manière générale? Ouais, le voyage, je voyage beaucoup déjà par rapport au sport. Donc, moi, c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément le temps de visiter, mais on essaie toujours de rester un petit peu dans le pays. Mais j'adore voyager, j'adore apprendre de nouvelles cultures. C'est très enrichissant. En tout cas, mes voyages, quand je suis parti aux États-Unis, bah, c'est là où j'en ai appris le plus sur moi-même parce que je suis aussi parti tout seul. Pendant 3 mois où j'étais dans une famille américaine chez des amis et t'as pas le choix en fait. Ouais. T'as pas le choix que d'apprendre à parler anglais parce que t'as pas le choix et puis j'allais m'entraîner tous les jours, j'avais une voiture à disposition, j'avais ma chambre et tout, c'était vraiment on m'avait mis bien. Non. Et tu gardes un peu des liens justement avec les États-Unis aujourd'hui Ouais, je suis toujours en relation avec mon ancien professeur parce D'accord. qu'aujourd'hui voilà, j'ai ma propre académie donc je suis sous personne. Oui. Donc voilà, c'est Jiu-Jitsu Family, c'est mon académie que j'ai créée il y a quelques années. On a une Oui. belle équipe. Donc que j'ai créé aussi à côté de ma société, mon pôle bien-être. Ouais. Donc pour moi c'est Quand même, une d'ailleurs, réussite tout aussi. ça, c'est sur le même lieu d'ailleurs. Hein, exactement sur les mêmes lieux. Ouais. D'abord le pôle et après j'avais besoin d'un lieu où je pouvais pratiquer et d'avoir un accès assez rapide. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir les 2 locaux qui étaient disponibles. Côte-côte.
côte à côte. Et ça simplifie quand Ah même. ouais, vous ça connaissez. simplifie parce que je sors de l'entreprise, je vais directement mettre le kimono ou tourner Et inversement, peut-être. et inversement. Et des fois, j'ai un créneau entre les deux, je peux aller faire une petite séance et Ouais. revenir à l'entreprise. C'est vraiment un luxe en tout cas de pouvoir le faire. Bon. Et Jiu-Jitsu, le JJB, qu'est-ce qui t'a emmené à dire je vais faire du JJB? D'ailleurs, l'orientation vers les sports de combat, on pourrait dire, parce que au départ, c'est plutôt, tu dis basket, Gymnastique. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, après, gymnastique, en fait, j'ai toujours kiffé les sports de combat avec mes parents. Bah, comme il a dit dans le message, bah, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, c'était un peu, on regardait ça chez mes parents. Et j'ai toujours voulu, j'étais attiré par ça. Et je me suis dit un jour, je ferai des sports de combat. Et j'ai fait cette transition vers 19-20 ans. Je faisais encore de la gymnastique. Ouais. Mais j'ai commencé justement, j'ai rencontré mon ancien professeur de Kempo américain à ce moment-là et j'ai tout de suite accroché sur la discipline self-défense. J'ai fait un peu de taille avant, mais ça me correspondait pas forcément à ce moment-là et j'avais besoin de quelque chose de différent. Donc la self-défense, donc c'était très axé self-défense. D'accord. Et on faisait du pied-point et on avait une petite base sol, mais c'était vraiment pas codifié, c'était vraiment à l'arrache. Ouais. Voilà, donc et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à évoluer dans la discipline, dans le Kempo américain. Donc, j'ai passé ma ceinture aux États-Unis. D'accord. Et c'est là que j'ai été mis en relation justement avec des professeurs de jiu-jitsu brésilien. Et j'ai vachement accroché. Et c'est Voilà, là en où fait, naturellement, tu as fait le lien. c'est par rapport au Kempo américain qui ça m'a emmené vers le jiu-jitsu Faire le brésilien. JJB. Et est-ce que tu te rappelles justement ton premier entraînement de JJB? Ouais, on s'en rappelle toujours. On s'en rappelle toujours parce que souvent on est obligé de le rappeler même à des élèves, de leur expliquer que au début c'est dur pour tout le monde en fait. Oui. Souvent on n'arrive pas là, on n'arrive pas à soumettre tout le monde. On est là, on se fait savonner, on se fait retourner dans tous les sens. Et alors au début ça faisait quoi? Justement, là, étranglé, etc. Alors moi ça m'a jamais dérangé parce que je Ouais. suis quelqu'un qui accepte l'échec entre guillemets. J'ai pas de frustration de me dire je me fais tordre encore. Derrière c'est un challenge pour moi. Je me dis ok c'est pas grave, la prochaine fois je vais revenir et ce sera moi. Et voilà, à chaque fois j'avais ce côté-là qui me motivait en fait. Positif. Positif, Donc ça veut dire, ouais. peut-être tu te disais, il y a des trucs à progresser. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, ok, d'accord, bon, d'accord, j'en suis là, mais je vais encore progresser. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est un point de vue très intéressant. C'est-à-dire que de ne pas voir l'échec comme quelque chose de négatif, mais finalement, tu as réussi à faire en sorte, cet échec-là, c'est quelque chose de positif. Et à savoir que moi, l'échec, justement, ça me fait rebondir à chaque fois. Et en fait, pour moi, c'est la vision que les gens devraient avoir, en fait. L'échec devrait les aider à avancer. Québecop, qui demande pour les personnes de plus de 50 ans, débutant dans un objectif de self-défense, vous conseillez plutôt le JJB, l'aïkido ou un autre sport de combat? Après, ça dépend ce qu'on recherche. Le jiu-jitsu brésilien, il va pas y avoir de percussion. Donc, c'est un sport qui peut se pratiquer à n'importe quel âge. À savoir qu'on va travailler debout, mais derrière, on va travailler vachement bas. Donc, du coup, il y aura moins de projection, moins de problèmes articulaires au niveau des épaules, par exemple. Après, l'aïkido, c'est des belles disciplines. Voilà, il y en a pour tout le monde. Après, ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est du travail au sol? Est-ce que c'est du travail debout pour emmener au sol? Voilà, après, c'est à chacun son… Mais c'est des belles disciplines. Moi, je conseille le jiu-jitsu en tout cas parce que je le pratique. Et c'est une discipline où on va jamais stagner et c'est ça qui fait la richesse de ce sport. Et si tu te rappelles Pierre qui débute dans le JJB, quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui? C'est-à-dire le jeune Pierre qui débute à 20 ans, c'est ça, 19 ans? 20 Ouais, ans. c'est ça. Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui? Si conseil il y a. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que si il y a conseil, moi si je me verrais quand j'étais jeune, je lui dirais d'aller dans des clubs où le jiu-jitsu est déjà développé, où il y a quelqu'un qui t'encadre. Parce que moi j'ai dû apprendre beaucoup tout seul en fait. Et aujourd'hui, ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est pour ça que je donne des stages et en fait je leur fais avancer plus vite, je leur fais prendre des raccourcis de ce que moi j'ai pas pu avoir. Voilà. Donc ça c'est vraiment. Poulpe génial qui fait bis de Toulon, Pierre Arnaud.
Salut Doc. Ça te dit quelque chose? Arnaud, ouais. Ouais. Arnaud Lecause, Voilà. c'est un ostéo. Un ostéo, voilà. Donc, un petit coucou. À quand un stage sur Paris, Pierre? Ah bah sur Paris, j'en donne un bientôt là, à l'USPB sur Paris. Mais après, si on m'invite, il n'y a aucun problème, en tout cas pour donner des stages. J'en donne un peu partout en France et ce sera avec plaisir de donner ailleurs, il n'y a aucun problème. Et quel conseil tu donnerais aux ceintures blanches qui commencent? C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment débute et qui veut devenir ceinture noire. Alors le premier conseil que je vais donner… J'ai l'impression que c'est une question de tatar, ça. Ouais, le premier conseil que je vais donner, c'est déjà arrêter de demander des soumissions. Arrêtez de vouloir tout de suite, ah on veut la soumission, on veut machin. D'abord c'est le pilier, donc ça va être les bases. Travailler les bases et derrière tout va en découler. Ça veut dire que oui, c'est-à-dire que peut-être que quand les personnes sont ceinture blanche, ils disent je veux tout de suite Exactement. arriver à… Alors que l'idée c'est de construire des bases solides. Ouais, et souvent c'est ce qui est oublié, même encore aujourd'hui. Hein. Moi des fois je vais donner des stages, et ben on se rend compte que les bases elles ont été oubliées. Parce qu'on ne leur a pas forcément donné. C'est pas forcément oublié pour eux, mais c'est parce qu'ils les ont pas eu dès le départ. Les grandes bases du JJB, c'est quoi pour Les toi? grandes bases pour moi c'est savoir contrôler, passer une garde, prendre des positions fortes. Voilà. Le reste ça va être un bonus. La soumission pour moi c'est un bonus. Voilà. Après je parle aussi en tant qu'athlète de haut niveau. En compétition ça va être compliqué d'aller à la soumission. Voilà. Et puis, on va peut-être d'autant plus facilement à la soumission. Alors, quand on dit soumission, c'est-à-dire on finalise son adversaire, c'est-à-dire qu'on donc fait soit abandonner. clé articulaire ou étranglement. Voilà. Et c'est d'autant plus facile que justement, ces bases sont acquises. Parce Exactement. que si on maîtrise pas l'adversaire, c'est compliqué. Bien sûr. Quelqu'un qui voudrait débuter, qui hésite à débuter, l'argument choc que tu donnerais à quelqu'un qui dit « Ah, je sais pas, le JJB ou le football, qu'est-ce que je peux faire ?» Quel est l'argument choc que tu donnerais? Alors, c'est peut-être pas facile, hein, comme ça. Ouais, c'est peut-être pas facile, mais en tout cas, déjà, c'est surtout déjà le côté ambiance. Moi, je sais que moi, j'ai donné le nom Jiu-Jitsu Family parce que derrière, on a le côté très familial. Et si tu veux te dépenser, si tu veux kiffer en groupe, franchement, viens faire du jiu-jitsu. En plus, tu vas pouvoir apprendre à étrangler des gens. Tout en rigolant. Tout en rigolant. Et si, par exemple, si madame, elle t'embête, eh ben, elle va faire dodo. Elle est tranquille. Alors, je dois témoigner parce que j'ai eu la chance de venir justement dans ton club, hein, il faut le dire. Et effectivement, ça, c'est une des caractéristiques, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Hein, vraiment. Et ça, c'est vraiment la base en tout cas. Les gens sont bienveillants, etc. Et il y a vraiment cette très bonne ambiance. Et ça dépend toujours de la personne. Exactement. Donc, il y a cette ambiance-là. Et ce qui est super important, c'est qu'on laisse jamais les débutants tout seuls. Donc, on prend des confirmés, on mélange tout le monde en fait. Oui. On met personne à l'écart et ça, c'est super important. Et souvent, moi, c'est le premier retour que j'ai, c'est « Ah, on se sent bien dans ton club ». Et c'est surtout pour ce côté ambiance que les gens ils adhèrent et qui sont fidélisés. Les valeurs que transmet, quelles sont pour toi les grandes valeurs que peuvent transmettre le jiu-jitsu brésilien? Après, ça va être comme dans tous les arts martiaux en général, hein, ça va être le côté de se respecter, la confiance en soi. T'en as, c'est pareil. Je vais rebondir sur. Par exemple, j'ai des gens qui étaient en surpoids et finalement ils sont venus faire du jiu-jitsu brésilien et sans s'en rendre compte, sans que ça soit une contrainte, ils ont perdu du poids. Et ça, c'est une belle réussite, une belle récompense. C'est essentiel ça, c'est-à-dire qu'ils se sont affinés et puis le poids est aussi, alors c'est étonnant, mais au sol, le poids est plutôt un avantage, enfin peut être un avantage. Exactement, ouais. Et donc peut-être que sur certains éléments de course, c'est plus difficile. Mais dès qu'il s'agit de rouler, c'est plus un avantage. Et puis c'est sympa. Et puis justement, le côté de ne pas se rendre compte qu'on perd du poids parce qu'on prend plaisir à faire un sport qu'on aime, et là, il a tout gagné en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, évidemment, pour le surpoids, qui est une problématique de santé majeure, l'obésité, ça c'est un élément qui est vraiment important. Tu as beaucoup fait de compétition. Pour être compétiteur de haut niveau, tu dirais est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Ça, les sacrifices, il en faut. Après, moi, je m'en rends pas compte parce que aujourd'hui, c'est normal pour moi parce que je vis comme ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de contraintes.
Par exemple, un truc simple, quand tes amis ils vont en boîte, Ouais, qui sortent, eh ben toi, tu sors pas parce que derrière, tu as des objectifs. bien sûr. Et après, moi, j'ai pas la nécessité de le faire parce que je suis concentré sur mes objectifs. Donc, après, bien sûr, il faut énormément de temps. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour, le midi, le soir. Et entre eux, des fois, j'ai ma préparation physique. Et le samedi, je vais m'entraîner 1 heure. Je vais faire qu'un entraînement au lieu de 2. Et le dimanche, ça m'arrive aussi de faire 1 heure. Tu vois. Donc, 2 jours off, j'en ai pas forcément. Après, c'est un choix et j'ai tellement l'habitude de le faire que pour moi, ça me va très bien. Mais il n'y a pas de secret. Quand je m'entraîne pas, dans ma tête, je me dis, bah, lui, par contre, il est en train de s'entraîner. Donc, je suis en train de perdre tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a l'importance de maintenir un De maintenir. entraînement. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut s'entraîner 7 jours sur 7. Il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Mais moi, aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Tiens, on va t'écouter parler un petit peu justement de comment et ça me pousse toujours d'aller chercher beaucoup plus loin. Et le sport, ça va m'apporter énormément. Ah, c'est des belles images. Donc on va remettre. on va remettre parce que là, voilà. Le sport à haute intensité tous les jours, c'est un gros rythme. Tu es avec qui là? Donc là, je suis avec Reda Meptouche. Qui rythme notre Donc vie, qui donne un tempo. très connu sur le circuit français. Hein. De vie C'est aussi, un des le top sport, français. aller, Des top français aussi. Au bout de ses rêves, entre guillemets, moi j'ai toujours voulu performer au plus haut niveau. Donc ça nous apporte une certaine régularité, une certaine discipline qui rythme notre vie et notre quotidien. Et j'arrive à leur transmettre aussi dans la vie de tous les jours. On commence en débutant et après on a des objectifs d'aller briller en tant qu'athlète de haut niveau et c'est un peu pareil dans la vie. Je pense que c'est le plus gros truc que ça m'apporte et ça forge mon mental aussi. Le gros sport à haute intensité parce qu'il faut être un vaillant. Et ça me pousse toujours à aller chercher beaucoup plus loin et le sport ça va m'apporter énormément. Ouais. Donc c'est bon, évidemment, c'est des paroles, ça c'est il y a un lien entre les progrès que tu vas faire, l'entreprise que tu vas lancer dans la vie et le sport. Il y a un vrai lien entre les deux, tu sens que l'un t'apporte. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre le sport et la vie de tous les jours, parce qu'en fait, je suis comme ça en fait. Alors, ce que je vais entreprendre dans la vie, dans le sport, je vais le faire naturellement parce que je suis comme ça. C'est pas forcément le sport qui va me faire que dans mon entreprise, ça va me booster, tu vois. Je suis comme ça naturellement. C'est l'expression. Exactement. Ça va être dans tout ce que je vais faire, je vais toujours essayer de le faire au mieux en fait. Voilà, toujours de manière qualitative. Exactement. Je vais toujours essayer de faire ça. Québecop qui dit quels sont les principaux risques de blessures en JJB, le pire que Pierre a subi. Alors, et Poulpe Génial qui dit le genou clairement. Bon, mais... Ouais, après on a des blessures comme dans tous les sports. Hein. Même des fois, sans faire de sport, on va sortir de chez soi, on va se tordre une cheville, un genou. Pire. Alors, et c'est même pire. De ne pas faire de sport parce qu'on développe beaucoup plus de pathologies en ne faisant pas de sport qu'en en faisant. Bon, enfin bref. Donc moi, pour ma part, en plus de 10 ans de pratique, hein, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'était il y a quelques années. C'était un ligament croisé postérieur, donc rupture totale, pas d'opération, ça s'est remis super bien. Bon, derrière, on a fait ce qu'il fallait, kiné, proprioception, etc. J'ai tout récupéré à la flexion à 100%, il n'y a eu aucun problème. Voilà, après, on a des bobos, des petites entorses, mais après ça, on le retrouve dans tous les sports en général. Et tu as, je reviens un peu sur sur l'implication dans le sport de haut niveau, etc. Quel impact ça n'a pas d'impact sur ta vie sociale, etc. C'est ce que tu disais, tu peux pas sortir parce que tu te prépares, mais finalement, est-ce que ça a un impact réel? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, finalement, ta vie est autour du sport. Non, ma vie est autour du sport, mais derrière, bon, voilà, après, je suis tout le temps en compétition, où je suis toujours à des rassemblements, où je vais donner des stages. Donc, ça me laisse moins de temps avec ma famille, en fait. Oui. Donc, les personnes proches. Donc, par exemple, avec ma copine, on est obligé de trouver du temps. En tout cas, il faut trouver quelqu'un qui comprenne cette contrainte. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le sport, c'est ma priorité numéro 1. Oui. Tu vois, donc on a tendance des fois à oublier, mais ça, j'y peux rien, je suis comme ça en fait. Oui. Tu vois, malheureusement, des fois, j'aimerais donner beaucoup plus de temps,
mais je fais comme je peux. Ouais, tu fais au mieux. Au mieux. Tu fais au mieux. Dans ce sport, pour gagner, il faut perdre beaucoup tous les jours. Qu'est-ce qu'a dit ça? Je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, il faut savoir que l'émission est préparée par Nino, qui écrit des phrases quelquefois sans citer les auteurs. Alors, donc, Non, voilà. mais n'empêche, c'est pas faux. Parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup perdu avant de gagner et je perds encore aujourd'hui et je gagne. Mais en tout cas, la défaite fait partie du game. D'accord. Donc ça, c'est important. Le fait de perdre, ça fait progresser? Énormément. Moi, je trouve que tu progresses plus dans l'échec que dans la victoire. Même si la victoire, on est toujours content, c'est la récompense du fruit du travail. Derrière, l'échec, ça remet énormément en question et ça booste. Pour moi, ça me booste. Il y en a d'autres qui vont être frustrés. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens où ils font une première compète et ils arrêtent tout d'un coup. Et donc, ça veut dire que là, c'est vraiment intéressant. Si tu perds, t'es déçu d'avoir perdu, mais c'est pas quelque chose qui te blesse au-delà de ça. C'est pas quelque chose. Non, ça peut me blesser un peu parce que je me dis, je m'entraîne dur et derrière je perds. Mais après, il faut se dire qu'il y a beaucoup de critères. Des fois, tu te dis juste, c'est pas ton jour en fait. C'est pas ton jour. Ça arrive et on avance. Pour revenir sur la blessure, donc là j'en ai gardé même une séquelle. Ma plus grosse blessure finalement, c'est celle que j'ai au doigt. Ouais. Donc ça c'était, je m'en rappellerai toujours, c'était ma première sélection en équipe de France. Ouais. Donc championnat du monde Belgrade. Ouais. Et sur mon premier combat, c'était en moins de 92 kg alors que je faisais 84 kg. D'accord. Il y avait une place, il fallait que je la saisisse. et en fait sur une saisie, mon corps il a pas résisté à la force que j'avais en moi. Et à un moment donné, j'ai eu mal au doigt. Je me rappelle aller voir le médecin qui était là. Il prend une bombe de froid, il met un petit coup dessus, il touche comme ça et puis il me dit c'est bon, t'as rien. Je suis rentré en France et puis je fais une écho et là ils me disent que en fait j'ai la poulie A2 qui était arrachée. Et voilà, après on a fait des examens, j'ai vu un chirurgien. Il m'avait même donné une attelle pour essayer de redresser le doigt. Au début, ça a fonctionné. Je la mettais la nuit et après, la problématique, c'est que ça s'enlevait tout seul la nuit. Je l'enlevais parce qu'elle me gênait sans le savoir. Et après, il aurait fallu que j'opère le doigt pour essayer d'aller gratter au niveau de l'articulation qui bloque un petit peu. Mais le problème, c'est que si je me fais opérer, j'arrête ma saison. Et du coup, aujourd'hui, je vis avec ça depuis des années et ça me dérange pas plus que ça. C'est devenu une habitude. Donc, je peux serrer fort. Ouais, ça t'empêche pas de serrer en fait. Voilà, mais je peux pas le tendre. Voilà, donc quand c'est posé là, on va regarder. Quand c'est posé, bon, capté. C'est pour ça que des fois j'en rigole avec les copains, mais bon, je vais pas le faire à la caméra parce qu'on fait des fois on rigole. Voilà. Mais des fois tu dis t'as envie d'appuyer dessus, mais ça se plie pas donc. Ça peut plus. Oui. Tu vois, c'est. Oui, ça aurait dit. Ah oui, c'est oui, ça aurait dit. Tu vois, donc. Ça aurait dit. Bon, mais enfin, ça peut plier, donc. Ça peut plier, donc voilà. Pour moi, c'est exactement. C'est pas grave. Bon, c'est une lésion de poulie digitale et dans Bienvenue chez le Doc, qu'est-ce qu'on fait? Et tout de suite, on donne des infos sur la poulie digitale. C'est quoi la lésion de poulie? Parce que les gens savent pas obligatoirement ce que c'est, évidemment. Et donc, on va voir bien sûr apparaître à l'écran, dès qu'il y aura les réactions là-dessus, la lésion de la poulie digitale. Et justement, c'est quoi? Eh bien, on se rend compte que la poulie, vous savez, c'est à cet endroit-là, au niveau du doigt, là, on a une sorte de... hop, on va faire comme ça. Pardon, hop, voilà. Ici, il y a une zone, voilà, qui est justement la poulie A2 dont tu parles. Elle est là, elle est exactement là. Et en fait, elle sert il faut savoir que les tendons qui fléchissent les doigts, qui replient les doigts, en fait, sont collés, sont accrochés aux phalanges. Et pour ça, elles sont refermées par des petites poulies qui permettent de faire tenir les tendons aux phalanges. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il n'y a plus cette poulie, le tendon, il prend la corde, évidemment. Il prend la corde, tout simplement. C'est ce qui a dû, évidemment, se passer. Alors, ça porte le nom, effectivement, de poulie. Alors, le sport où on a le plus ça, c'est l'escalade. C'est l'escalade parce qu'on va être dans des situations, et particulièrement dans cette situation-là, quand on a évidemment la position dite arquée, et c'est-à-dire une extension de la dernière phalange et une flexion,
Et là, souvent, clac, bim, ça va péter, hein, évidemment. Et on peut le voir aussi dans le rugby ou dans des sports de préhension. Toi, c'est ce qui est arrivé, évidemment. Hein, c'est que t'as saisi et puis Exactement, il y a eu une force inverse. Alors, généralement, on a une douleur brutale. Hein, on peut même entendre un claquement alors, lors d'une séance d'escalade ou lors d'un entraînement. Et là, on a une douleur au niveau de la face palmaire, c'est-à-dire au niveau de la face inférieure de la main. Et on peut avoir une petite corde qui apparaît, hein, comme une corde d'arc, parce que tout simplement, au lieu de suivre les phalanges, eh bien, bah, ça va tout droit, hein, puisque la poulie n'est plus là. Et on palpe le tendon. Alors là, on peut faire une échographie ou une IRM pour pouvoir faire le diagnostic. Et le traitement, bah, il y a deux possibilités. Ou bien il y a une lésion simplement partielle de cette poulie. Et à ce moment-là, on propose de mettre une bague rigide thermoformée pour que ça recicatrise. Mais c'est non, il faut au moins 6 semaines porter cette base. Et puis, bah, faut rien faire, en fait. Pendant 6 semaines, rien faire avec les mains pour que ça cicatrise. Et puis, quand vraiment c'est trop déchiré, bah, faut opérer. Et puis, bah, là, c'est encore plus. C'est en mois que ça se compte. C'est en mois avant de pouvoir avoir cette reprise. Donc, voilà un petit peu. Alors, évidemment, chez le grimpeur, c'est plus problématique parce que, voilà. Bon, toi, effectivement, bah, ce que tu expliques, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse fermer. Exactement. Et j'ai cette fonction. Si j'ai pas totalement l'extension, et bah, bon, on dit que j'ai fait la guerre. Tout simplement, voilà. Ça fait une curiosité. Voilà. Donc voilà un peu un peu les trucs. C'est l'histoire de la poulie. Ce que je voulais montrer aussi, c'est des petites photos. Des petites photos, parce que là, hein, quand je te vois là, par exemple, et là, bah, c'est des victoires. Hein. C'est des victoires. C'est des victoires. Ça, c'est quoi que t'as ? Donc là, c'était les Jeux mondiaux à Riyad, en Arabie Saoudite. D'accord. Donc là, c'était octobre de l'année dernière. Ok. Donc je fais troisième. Voilà, troisième. Une belle compétition. C'était la première fois qu'on allait là-bas. Bah, en tout cas pour moi que j'allais là-bas. D'accord. Donc voilà, les Émirats, ils ont fait les choses en grand. Belle structure. Franchement, on était comme des petits rois entre guillemets. C'était une belle expérience en tout cas. Donc c'est un très beau podium parce que très beau podium aux Jeux mondiaux. Ouais. T'es troisième aussi au championnat d'Europe. Alors je fais championnat d'Europe. Je fais troisième en kimono et sans kimono. Donc à savoir que je fais partie de la fédération de lutte. Donc le grappling, c'est une discipline associée. D'accord. Et du coup, je fais partie de France Grappling. Donc équipe de France Grappling. Ouais. Voilà. Okay. Donc je fais troisième au championnat d'Europe kimono et sans kimono. Et après, je fais vice-champion du monde, ça va être en kimono. D'accord. Voilà, en kimono, vice-champion du monde. Et après, bah, il y a les Jeux mondiaux où je termine troisième. Et après, pour terminer, il y a la Pro League. Donc la photo où tu me vois. Tu me vois là. Donc c'était la Pro League, c'est un événement que la CFJB, donc c'est une autre fédération dans laquelle où je combats aussi. Ils avaient organisé ça, donc j'avais été invité à combattre. En fait, c'était d'inviter les meilleures ceintures noires du circuit. D'accord. Et de se rencontrer. Et justement, bah, le premier, c'était un peu le meilleur. On était 4 par catégorie. Ok. Moi, j'étais en 85 kilos. D'accord. Et voilà, donc j'ai gagné. Et tu es champion de France aussi, Nogi 2023. Voilà, champion de France 2023. Bon, donc, bon. Alors, c'est quoi la recette du succès ? Alors, la recette du succès, c'est s'entraîner dur, d'être bien entouré. Et ce qui a fait quelque chose qui a beaucoup changé, en fait, ça a été la préparation mentale que j'ai intégrée depuis l'année dernière et qui m'a vachement aidé, en fait, dans ce sport en tant que compétiteur. Et préparation mentale, donc élément très important aussi que tu soulignes. Bon, il y a des nouveaux qui arrivent. Russ West, qui est un habitué. Salut les gars, je suis en voiture. Ne vous inquiétez pas, je conduis. Sans regarder la route, je regarde le live, évidemment. Bon, mais fais attention, évidemment. Voilà. Des analgraphies. Moi, je fais des analgraphies. Bon, ok. Ton plus beau moment dans ta carrière de JJB, ça serait quoi jusqu'à présent? Bah, je pense que c'est les championnats du monde en fait que j'ai fait l'année dernière où justement je vais décrocher la médaille d'argent, mais déjà la qualification pour la finale en fait. Ouais. Pour moi en fait ça a été un moment où j'ai eu beaucoup d'émotions sur le. C'est marrant parce qu'après la demi, quand je suis sorti du tapis,
en fait, je me suis mis à pleurer en fait. Mais tellement en fait, ça fait du bien de dire c'est le fruit du travail, on a travaillé dur pour en arriver là, pour être là. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter, je pleurais je sais pas. De joie. Non, mais de joie. C'était de joie, mais voilà, c'était mon plus bon moment en tout cas. Ça, c'était un moment fort. Ouais, un moment très très fort en tout cas dans ma carrière. Et justement, t'aimerais un titre de champion du monde? Ah, bien sûr, de toute façon là on part pour les championnats d'Europe déjà fin mai, donc ça va se passer à Bakou, Azerbaïdjan. Donc ça va être un bel événement et après on aura les championnats du monde. C'est fin mai là les C'est fin mai là, ouais. Ah d'accord, ça vient. Donc du 27 au 30, ouais, ça va arriver vite. On a eu un rassemblement justement le week-end dernier. Ouais. Et on a un rassemblement le 18 avant de partir. Donc ouais, là on est bien préparé. Ouais, la préparation se passe super bien. On a une belle équipe. Bon. Voilà. On va suivre ça, vraiment important et de très près. Tu parlais du mental, préparation mentale. Ouais. Alors, tu as découvert ça tardivement? Très tardivement. Ouais. Très tardivement et en fait, je me suis toujours dit que la préparation mentale, c'était pas forcément pour moi, que j'avais pas de problème, que j'étais fait pour voilà. Ce que disent beaucoup de combattants. Exactement. Et c'est pour ça aussi, c'est ce que je souligne souvent quand je donne un stage. À la fin, j'essaie de parler de ce côté-là, surtout pour les compétiteurs. En fait, j'ai découvert ça grâce à un ami, donc Laurent Duchesne. Donc, si jamais il m'écoute, je le salue. Et je me suis dit bon tiens, je vais essayer quelque chose parce qu'en fait, j'arrivais en compétition. Et je prenais pas forcément de plaisir à aller en compétition. Puis il y avait toujours ce stress qui était là, qui était même avant de monter sur le tapis, vraiment, vraiment très stressé. Et tu te rends compte que le stress, ça te fait perdre énormément de moyens. Et j'arrivais pas à être en compétition comme à l'entraînement, d'avoir le même jeu. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et là, j'ai fait appel à Laurent. Et il m'a vachement aidé. Donc, on a fait. Donc, c'est ton préparateur mental? C'est mon préparateur mental. Oui, d'accord. Donc, j'ai pas fait 50 000. J'ai pas fait 50 000 séances, j'en ai fait 2. Ouais. J'en ai fait une qui m'a vachement aidé dès le départ. Tu as vu très vite l'efficacité? J'ai vu très vite l'efficacité. Après, on est peut-être sorti du truc traditionnel de la préparation mentale. On a travaillé énormément sur de la respiration, on a travaillé sur de l'ancrage imaginaire, toutes des choses comme ça. Pareil, j'ai un petit rituel avant de monter sur le tapis. J'essaie pareil de prendre l'ambiance de salle la veille, voilà, d'essayer de… Et ça a super bien marché. Et aujourd'hui, depuis cette préparation mentale-là, je prends énormément de plaisir en compétition et je performe. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Bien sûr. Donc, il n'a pas fallu grand-chose, mais en tout cas, ça a été… Exactement. Et chez certains, ça va être inné. Ils vont avoir ça dans le sang, etc. Par rapport des fois à leur vécu, à leur passé. Moi, j'ai eu une enfance très joyeuse, machin. On n'était pas forcément dans le dur comme on pourrait l'être avec un passé plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'aime le dire aux gens que la préparation mentale, c'est super important. C'est important. L'alimentation, comment est-ce que tu gères ça? Tu manges plutôt bien, tu fais attention? Ouais, je mange plutôt bien. Après, je fais aussi des excès parce que je peux me permettre de le faire parce que je m'entraîne énormément. Mais derrière… quand je suis en période de compétition, par exemple, si je dois descendre à 77 kg, souvent je suis à 83, 84 kg, je vais faire un déficit calorique. Voilà, donc, mais je vais me préparer sur plusieurs mois. Je vais pas me dire je vais faire un cutting de 6 kg en 2 semaines ou je vais perdre 6 kg en 2 semaines. C'est trop fatigant et la problématique qui se passe, c'est que nous en équipe, on est pesé la veille, on est pesé le jour de la compétition. Et nous, on fait les 2 disciplines, donc kimono et sans kimono. Et du coup, on a 2 pesées. Oui. Donc, c'est compliqué, tu vois. Si tu fais souvent, quand tu fais un cut de 6-7 kilos en peu de temps, après le premier jour, déjà, tu es très fatigué et tu n'as qu'une chose en tête. C'est manger. C'est manger. Donc, voilà, je suis pareil, j'ai été entouré de Nicolas Hott, Smart Fight, qui m'a vachement accompagné là-dessus. Pareil, tout ce qui est préparation physique, je travaille avec lui. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a fait vachement évoluer sur le plan physique. Ça, c'est un élément important. Tiens, Majou qui arrive, je viens de rentrer, je rentre d'une journée de stage et qui rajoute la préparation mentale doit être efficace d'entrée
et on doit la voir comme un entraînement au quotidien. Exactement. Voilà, tout le monde est d'accord avec ça. Quelqu'un qui s'y connaît en bagnole. Bon, alors ok, voilà, ça parle de tout. Hein, voilà, bon. Et donc oui, l'alimentation, en tout cas, on avait parlé de la préparation mentale, on est passé par l'alimentation. Donc toi, tu cuts pas énormément, t'évites de faire des gros. Voilà, après ça dépend, pareil, encore une fois, dans quelle discipline. Oui. Si voilà, quand on voit aujourd'hui dans le MMA ou dans la lutte, souvent ils cut parce que la pesée c'est la veille, ils peuvent se permettre de récupérer. Ouais. Donc, mais sinon, ouais, non, j'évite au maximum trop de fatigue. Au JJB, évidemment, ils sont très forts au Brésil. Les gens sont. C'est quoi la différence? L'apprentissage, qu'est-ce qui font que les Brésiliens sont si forts que ça? Alors, pour moi, il y a une seule chose qui différencie, ou c'est comme les États-Unis et puis nous, hein, la seule chose qui va différencier, c'est que ils sont plus nombreux, ils ont plus de partenaires de même qualité. Ouais. Par exemple, moi, si je dois m'entraîner avec quelqu'un qui est de mon niveau, je suis obligé de voyager. Tu vois, eux, ils ont tout sur place. Et du coup, tu es obligé d'évoluer. Moi, je pense que c'est la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui en France. Ouais, c'est-à-dire le manque de densité. Exactement, c'est ça, le manque de densité de même niveau. Et on parle beaucoup de dopage là-bas. Après, le dopage, c'est vrai que malheureusement, que ce soit au Brésil, les États-Unis, tout ça, pareil, beaucoup de dopage. C'est dommage. Après, malheureusement, pour certains, c'est leur gagne-pain. Donc, ils se permettent. Bon, c'est un peu dommage. Nous, on est vachement beaucoup plus contrôlés, en tout cas, à ce côté-là. Et, on a reçu la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, ouais, il y a 2 semaines. Et voilà, donc c'était vraiment intéressant aussi de voir leur approche là-dessus. Enfin, après, moi je vais dire, c'est pas normal. Voilà, après c'est pas normal. On s'entraîne tous dur, c'est pas pour voilà, c'est seule solution, c'est qu'il y ait plus de contrôle. Qu'il y ait plus de contrôle. Et puis même si demain on dit bon d'accord, vous avez tous le droit de vous doper, la problématique qui va se passer, c'est qu'il y en aura toujours un qui voudra se doper plus que les autres. Donc finalement, on reviendra toujours au même problème. Majou qui est préparateur mental, hein. Donc voilà, et prof de tennis. Et alors Québécois qui demande, est-ce que le nombre de licenciés en France en JJB augmente fortement? La France fait-elle partie des 5 plus grandes nations mondiales dans ce sport en termes de palmarès? Alors, est-ce que ça augmente le JJB? En licencié énormément en France quand même. Ouais. Hein, c'est vraiment devenu une discipline. La croissance, c'était il y a quelques années. On est peut-être sur un plateau là, non? Je sais pas, à CFJB, je crois qu'ils annonçaient une augmentation encore. Une augmentation, hein, ouais. Je sais peu de combien de billets, mais là on se retrouve sur des compétitions. Là par exemple, pour les championnats de France adultes, on était 750 je crois. D'accord. En adulte, hein, donc pas les ceintures blanches, ils n'étaient pas conviés parce qu'eux ils avaient leur propre championnat novice. D'accord. Donc c'était déjà pas mal quand même. Et chez les enfants, ils en avaient pas mal aussi, tu vois. Donc c'est en constante augmentation en tout cas. D'accord. J'ai l'impression qu'on est en pleine croissance depuis un an, dit Tatar. Bon, faut voir. Non, mais après le truc qui fait que on a une augmentation, ça va être aussi le MMA, qui prend énormément de place. Et donc le kimono, c'est toujours dans les mœurs, mais le grappling, le nogi, c'est ce qui va se développer au max. Et la lutte à livrer, la même chose, qui est pour moi la même chose que le grappling. C'est juste que voilà, après, pour moi, la lutte à livrer, c'est juste un style différent de certains en fait. Mais en fait, on fait tous la même chose. Ouais, on va tous aller chercher la soumission. Dans l'idée, c'est on va lutter. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Et donc, c'est plutôt le MMA qui est un sport qui mixe finalement ces 3 choses-là, qui fait que les gens vont s'intéresser au sol. Tu penses que ça, c'est un facteur? Je pense que c'est un facteur de croissance. Et puis oui, et puis tout le monde pratique, et puis tout le monde en parle. Donc impressionnant l'évolution du MMA. T'en penses quoi, toi, un peu de ça? Tu t'y attendais? C'est quelque chose d'assez surprenant? Non, parce qu'il fallait que ça arrive à un moment donné. Tous les Français, ils allaient combattre hors France, donc il fallait que ça arrive. Pourquoi pas chez nous, en fait? Donc après voilà, après c'est pas le MMA. Encore une fois, c'est pas un jeu. Oui. Voilà. Après, tu peux pratiquer pour le loisir, mais après, quand tu rentres dans la compétition, il faut se rendre compte que c'est pas un jeu, tout simplement. Alors, voyez-vous de plus en plus dans vos clubs des pratiquants de MMA qui viennent se perfectionner avec vous?
Ah bien sûr, bien sûr. Moi j'ai des demandes même de donner des stages dans des clubs de MMA parce qu'au sol ils sont pas au top niveau. Et il faut pas croire que quand on va dans un club de MMA, on va être très fort au sol. C'est pas possible. Sauf si le gars qui fait du MMA, eh ben il est passé par il vient du sol. Et sinon il y a pas. Moi des fois on me dit ah ouais je fais du MMA, je suis fort au sol. Ben, quand il vient on se rend compte qu'il y a énormément de lacunes. Donc nous on est spécialisé au sol. Donc derrière, si tu viens, tu vas évoluer sur ton sol. Après, le sol MMA et le sol c'est pas forcément le même. Mais en tout cas, on va y retrouver énormément de choses quand même. Hein, même si voilà, après on a les percussions qui vont faire la différence, mais dans l'ensemble, ça va être toujours la même chose quand même. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les percussions vont déstabiliser, vont faire changer les Exactement. positions. Il va juste justement adapter les positions. Donc quand tu es au sol, il faut éviter faut pas forcément aller sur le dos, mais tu peux travailler en pression au-dessus et pour aller percuter. Moi, c'est le sol que je pratique aujourd'hui. C'est le sol où je vais toujours essayer de dominer mon adversaire depuis le dessus. Voilà. Bon, après, en tant que compétiteur, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Alors, justement, voilà, on est là. On est ensemble, on se pose. N'hésitez pas, bien sûr, à poser toujours les questions. Je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat et donc, on est là pour y répondre. On est avec Pierre Manzo, s'il vous plaît. Voilà, on l'a dit. Il est vice-champion du monde de grappling. Il est membre de l'équipe de France de grappling. Il est champion du monde de Kempo. Il est ceinture noire en Kempo. Il est ceinture noire en grappling. Voilà, je n'ai quasiment plus de souffle pour pouvoir dire l'intégralité. Bon, et là, on va passer à une phase assez sympa, belle surprise, qui va être le défi du doc. Le défi du doc, c'est-à-dire que là, évidemment, l'invité va être là pour me montrer quelque chose ou m'apprendre quelque chose. Bon, allez. Je vous propose d'écouter le générique s'il veut bien démarrer et on se retrouve juste à côté. Allez, et je pense que nous sommes là, nous sommes en direct, on se voit, voilà, on est là dans la salle juste à côté. Et on se retrouve avec le défi du doc. Alors, le défi du doc, c'est d'arriver à ce que la personne, l'invité, eh bien, m'apprenne quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Voilà. Alors là, on va partir du coup sur le côté martial, self-défense. On va partir sur l'agression classique où on est dans la rue et la personne va commencer à chercher les problèmes. Voilà. D'accord. Donc règle numéro 1, si on peut, on fuit. D'accord. Donc ça c'est la règle numéro 1, ça sert à rien d'aller chercher la problématique. Donc maintenant on n'a pas le choix, on est dans un angle. Jean-Marc il va se mettre dans un angle et là je vais venir l'agresser. Donc ok, donc c'est à ce moment-là que il doit réagir. Donc c'est ce que je vais lui montrer. Donc là on va partir sur de la self-défense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Hein, contrairement au sport de combat, on a des règles, on n'a pas le droit de frapper dans les parties, les yeux, la gorge, etc. Là on est sur de la self, donc là il n'y a aucun problème. Donc il est en face de moi, je vais d'abord lui montrer, après il va le faire. Donc je suis en face, déjà je protège toujours avec les mains devant. Donc toujours, moi, je dis, alors toujours, peu importe, même avant qu'il attaque, j'ai toujours mes mains devant pour protéger mon visage. D'accord? Une fois que je suis ici, tout simple, il est en face de moi, je prends juste le bout du pied, je viens venir frapper dans les parties. Je frappe dans les parties, tout simple, là je peux fuir toujours en ayant les mains devant mon corps. D'accord? Juste c'est simple. Donc déjà, c'est-à-dire que je dis ouais ça va pas. Boum. Voilà. Ça, assez facile. Ah, je pourrais rajouter de là, hop, il descend la tête, je frappe au niveau de la gorge, je pique dans les yeux. Bon, après, il y en a beaucoup, ils vont dire, ah, c'est un mytho. Tu vois, tu les connais déjà, ceux-là. Mais en tout cas, quand on pratique énormément, il y a des réflexes qu'on a. Oui, parce que ça, on peut dire, effectivement, la chose, c'est parce que toi, tu es expérimenté. Exactement. Donc, quelqu'un arrive, effectivement, de coup, on peut imaginer, c'est ce qu'on voit dans des petites vidéos qu'on va passer. Mais quelqu'un qui n'est pas expérimenté, bon, par exemple, et qui fait il va dire, bon, il donne dans les parties, l'autre, il lui prend le pied. Ouais, mais non, non, mais si je pense, là, juste un coup, hop, tu vois, juste ici, oui, ça va très vite, on s'en rend pas compte, mais finalement, c'est très simple. Très simple. Donc partie donc maintenant, directe. Tu vas aller là-bas et moi je vais t'agresser. on est près le doc. Et là,
Et là, il fait moi le malin, là. alors on a dit quoi? Non, Allez, donne-moi ton portefeuille. non, 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 Donne-moi non. ton- Ah, ça y est. Mon Dieu, et je cours. Et voilà, tu cours. Ça, c'est la première chose. Bon, mais pareil, on court, mais des fois, on court pas assez vite. Avant qu'on passe assez vite. Bah sinon, dès qu'il tombe au sol, on continue à taper jusqu'à ce que Parce que ça ça cesse. s'arrête. Alors ça, bon, ça, c'est l'idée. Et justement, bah, quand les points qui vont le plus arrêter l'adversaire, ça va être quoi? C'est donc les parties, bien sûr. les parties, t'as la gorge ou un truc tout simple, ça va être piquer dans les yeux en fait. Piquer dans les yeux, quand on Oui. pique dans un œil, on fait quoi? Bah souvent on est là. Voilà. Quand ça arrive des fois même à l'entraînement, on prend un coup dans l'œil, on est tous là. Et je pense que c'est la même chose. C'est des trucs simples. Hein, il suffit, s'il est là, hop, pourquoi pas mettre un pouce? On appuie fort. D'accord. Et oui, ça et marche puis très même, il y a le... D'accord. Donc, simplement, on pique l'œil, on donne un coup dans les parties. Déjà, ça, la Déjà personne... ça, si on pique bien l'œil, franchement derrière. Et puis même, il peut pas voir pour... Non mais exactement. Non, et puis Pourquoi même souvent il va venir toucher son œil parce Ouais. que ça va être plus fort que lui en fait. Oui, ouais, s'il y a un automatisme. Donc ça, c'est les conseils qu'on peut donner. Gorge, bon, c'est plus difficile parce que gorge... Bah après ça peut aller vite. Je suis là, hop, là je fais un coup sec. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Oui. On part sur des choses classiques de self-défense. c'est très rapide. Voilà, c'est un coup assez. Oui, parce que c'est pas quelque chose, c'est-à-dire c'est de l'énergie. Ah, voilà, c'est pas je maintiens et je pousse. Ça va être un coup sec. Alors, je reviens. quand on met sur le bras pour que je sente un peu... Là, Ah oui, on hein, sent et quand l'énergie. c'est bien donné. On sent l'énergie. Et souvent, ça, ce qu'on a, c'est qu'on va utiliser aussi le côté nunchaku. Par exemple, je vais partir d'ici. Regarde, là, je pars de là. Hop, je peux renvoyer. Ah oui, alors, D'accord. parce que... Alors, là, Il est en train on va pas... Il est en train d'avoir peur. Ah, là, je vais me transformer en, je vais me transformer en Jean-Claude Van Damme, là, attention. Je vais bientôt faire de grands écarts, là. on va- non. Bon, ne nous mettez pas dans McDo Joe Live. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est le grand risque. Le truc mytho. Ouais. Alors, le grand risque, quand tu dis Munchaku, c'est-à-dire que c'est... Parce que là, tu fais de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans ton Donc, bras? on fait, regarde. Là, hop, je pars. Par exemple, je viens toucher. Ok, je reviens sur moi et j'utilise mes épaules pour renvoyer la percussion. Effet boomerang. D'accord. C'est-à-dire que... Ça permet de frapper plus rapidement la personne. D'accord? Ça revient. Dans l'idée. Ah, dans l'idée. d'accord. Donc, c'est-à-dire ça va et tu mets plus d'énergie. Exactement. Tu mets de l'énergie et par exemple, si je viens percuter là et je reviens en dessous. Parce que là, on sent qu'il y a plus... Alors, on va faire sur l'épaule parce que je sais que j'aurais Ouais, pas bien trop sûr, mal. bien sûr. Mais en le faisant sur l'épaule, en Donc là, l'appuyant un petit peu. Regarde, Ouais, ici. on dit par exemple, là, c'est tes yeux. Ouais. D'accord? Donc là, je vais venir fouetter. Et là, Ah par oui, contre, c'est fort, hein. je viens percuter par contre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est moi le docteur maintenant. Allez, je vais me soigner. Bon, voilà, après, On va prendre l'autre épaule. Pour moi, faut que ça soit pareil. Donc ça, on sent. Alors là, je témoigne, on sent l'énergie. Hein, bon, et puis je suis pas Ah, spécialement voilà, tu vois, après, c'est une question de pratique. Hein. Mais ça, faut être entraîné quand même pour faire ça. Il faut être entraîné. Après, comme tout, Oui, il faut comme pas, tout, ouais, même pour ouais. apprendre à se défendre, il faut savoir un minimum. Une jeune fille qui est comme ça là, qui est un peu frêle, Rita. Non, mais Rita, elle fait du Muay Thai, donc c'est pas vrai. Mais bon, quel conseil on peut donner parce que j'imagine ça. Alors, hein, le voilà. premier conseil qu'on peut donner à une femme qui est en difficulté, c'est de crier. Le premier conseil, c'est de crier le plus fort ce possible. qu'elles font souvent. Voilà, exactement. Ça va être la première chose à faire. Oui. C'est de crier pour essayer de faire peur à D'attirer l'agresseur. l'attention. Voilà, pour attirer l'attention. D'accord. Et après, encore une fois, il faut avoir des gestes de base. Après, souvent, ce qu'on dit, il y a l'instinct de survie aussi. Hein, sans s'en rendre compte, on va faire des choses de self-défense sans forcément s'en rendre compte. Donc, à ce moment-là, souvent, elles vont venir essayer de griffer le visage, tous les trucs comme ça. C'est l'instinct animal, en fait. Hein. Oui. L'instinct de survie. Et ça fonctionne. Et Donc ça veut dire fonctionne. que griffer le visage, toucher l'œil, piquer l'œil, toucher les parties, Elle est partie, crier fort. après, les parties, que ce soit là ou mettre un bon coup dedans, c'est pareil. Hein. Bon, ça fait mal. Rien qu'à voir ça, ça fait mal. Voilà. Ouais. Donc le conseil, c'est là. Moi, ce que je retiens, c'est œil, griffer le visage, crier fort, Crier fort, ouais. et puis un coup avec Alors que la ça main. soit le pied ou soit la main. Le coup de poing. Ouais, le coup de poing, ouais. Ascendant, là, bam. Voilà, tout de suite, Exactement. ça va paralyser. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bah, s'il faut pas Quelle faire, est l'erreur que tu
connaîtrais ou que tu pourrais voir des personnes qui… La première erreur, c'est déjà d'être isolé dans un coin. C'est toujours d'essayer de trouver, déjà de regarder où je peux sortir. Hein, de pas reculer. C'est toujours essayer d'avancer au pire. Essayer toujours en mettant ses mains devant. D'accord, justement pour éviter les coups. Si je contrôle les épaules, je vais venir voir un peu les choses. D'accord. Voilà, c'est toujours essayer de prendre de la distance et regarder un peu à droite à gauche où je dois aller. D'accord. La direction en premier. Et avant, parlementer si c'est possible. Exactement. La règle numéro 1, c'est je parle avant d'agir. Hein, ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les disciplines martiales. On essaie de calmer les choses, comprendre un petit peu. Et souvent ça marche, souvent ça marche. Oui, parce que si on arrive à parler calmement, comment on explique, juste on va faire ça, comment on explique que certaines personnes se disent mais lui ou elle, ou lui surtout, il est toujours agressif, enfin il y a toujours des gens qui vont vers les embrouilles et puis d'autres qui n'en ont jamais. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est la façon dont on se tient parce qu'on est plus petit, parce qu'on est plus grand? Ouais, ça peut être le profil. Peut-être que ça peut être des gens qui sont un peu recroquevillés, un peu qui ont tendance à sentir. On voit que c'est des gens fragiles. Hein, ça se revoit, ça se ressent en fait. Oui. Je pense. Il y a quelque chose comme ça. Ça dépend du profil de chacun. Sûr que si tu commences à avoir un gros baraquet et tu te dis, je vais pas l'arrêter. Ou si je te vois toi, si t'es comme ça là. Alors, pourtant, bon, mais c'est vrai que je croise les doigts, mais j'ai jamais eu l'occasion d'être agressé, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que, il y a des personnes, par contre, qui sont contre cette malchance. Ouais, malheureusement. Et donc ça, c'est une éducation qu'il faudrait donner un peu à tout le monde. Ça, tu penses? Le côté self-défense? Ouais, je pense que ça devrait être, pour moi, ça devrait être dans le scolaire déjà, je pense. Ouais. Hein, qu'ils apprennent, parce que je pense que c'est des sujets tabous. Déjà, même au collège, combien il y en a des jeunes qui se font agresser, qui parlent pas. Je pense que. Et quel est le meilleur sport de self-défense? Après, meilleur. Moi, j'ai fait du kempo américain parce que j'avais ça. Voilà, le but, c'est de pouvoir sortir de situations compliquées, sans en faire de trop. Kempo, on avait tendance à faire beaucoup de gestes, etc. Après, il y a un pourquoi on le faisait, parce que si jamais on ratait une partie de la technique sur quelque chose, on pouvait repartir sur d'autres choses. Mais après, le but, c'est d'être efficace. Par exemple, que ça soit deux coups, mais efficace. Voilà. Et après, il faut de la répétition. Et dans le coup, c'est la puissance, c'est-à-dire le fait que vraiment, tac, on puisse. Alors, puissance, pas forcément, mais ça dépend juste où on va taper en fait. Toujours pareil, hein, comme je te dis, sur le côté mécanisme logique du corps, par exemple, je sais si je vais frapper dans les parties, ton corps il va faire quoi? Il va descendre là, donc je vais pouvoir remettre un coude, il va remettre la tête derrière, ça va ouvrir la gorge, je vais pouvoir taper dedans par exemple. Tu vois, c'est tout sur le mécanisme naturel du corps humain en fait. D'accord, donc c'est les enchaînements qui vont faire que ça paraît logique. Et c'est en fonction de ce que tu vas faire. Je sais si je tape là, tu descends, coude, je peux frapper dans la gorge, etc. Ok. Bon, un enchaînement. Oui, vas-y, dis-moi. Après, je dis toutes les disciplines de salle sont intéressantes. Voilà, après, ça me fait rigoler. Des fois, on dit mytho. Après, ils prennent toujours des cas spécifiques où le gars. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est super intéressant parce que moi, il y a un truc qui s'appelle Mac Dojo. Ouais, non, mais je connais. Et alors, des fois, la personne est là et elle fait ça. Et la personne, non, mais bien sûr. Non, mais là, je comprends. Non, là, ça n'existe pas. Pour moi, non. Pour moi, ils mettent pas en lumière des experts de la discipline. Il y en a, on connaît même pas, qui sont super forts. Je pourrais pas en citer parce que je connais pas forcément, mais la self, ça fonctionne. Mais alors, la self, oui, ça. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il y a la vraie self entre guillemets, et puis est-ce qu'il y a vraiment du mytho pour toi? Ah, mais bien sûr, il y a du mytho. Tu vois les vidéos où le gars il fait des mouvements même dans le vide où il vient tomber au sol. Mais c'est ce que je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors voilà. Soit ils sont dans le même monde et ils rentrent en connexion, assez un peu comme l'hypnose, tu sais, où ils sont vachement réceptifs et du coup il arrive à leur faire des choses parce qu'ils sont tellement dedans. Mais après, mais ça marchera pas avec le personnage. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, oui, parce qu'on voit, il bouge l'épaule et puis le personnage. Non, bien sûr. Là, ça reste. Là, c'est très compliqué en tout cas. Ça sera pas au Jiu-Jitsu Family. Non, ça sera pas. Ce sera pas. On peut peut-être essayer. Voilà. Donc là, allez, par contre, on va bien y être sur la page. Exactement. Là, on va pouvoir être ça. Bon, d'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
là, je pense on a vu quelque chose d'assez bien, c'est-à-dire, oui, dernière chose, donc si on doit retenir un truc du principe du self-défense, ça veut dire, on a dit crier, on a dit les points les plus sensibles. Exactement, c'est ça. Œil, partie. C'est ça. Ça peut être la gorge, ça peut être griffer le visage, Ces éléments-là, mais en tout cas, exprimer et crier. Exactement, s'exprimer, c'est la règle numéro 1. Et puis si on peut éviter, et si on peut justement regarder autour de soi une porte de sortie, eh ben on privilégie ce côté-là, que de s'enfermer dans un angle où on sait que ça va être compliqué, où il va falloir rentrer dedans. Et dans la mesure du possible, la prévention. Exactement, dans la mesure du possible. La prévention. C'est vrai que voilà. Bon, bon ok. Bon, bah super, ça c'est pas mal. Alors toi, tu sais faire de la gym. Qu'est-ce que tu peux nous démontrer en mouvement de gym? Parce que moi, je vais pas te démontrer un truc. Alors moi, je peux faire un salto arrière. Un salto arrière, ça c'est pas mal ça. Je vais faire un salto. Alors ça c'est joli ça. Faut juste que j'enlève le micro. Et peut-être que tu n'as pas besoin de t'échauffer. Ah non, je peux le faire m'échauffer après. Ah bah alors attends. Donc ça, on va le décrocher. Le fil va te gêner ou pas? Ouais, je vais l'enlever quand même parce que je veux pas. Je sais pas comment l'enlever. Hop. Voilà. Je vais juste enlever ma chaîne parce que. Je vais tenir. Je vais prendre un coup dans le visage. Donc salto, s'il vous plaît, sachant que ces marques-là, c'est là où on te voit bien. Voilà, ça c'est la limite avant. Et salto arrière, s'il vous plaît. Salto arrière, s'il vous plaît, de Pierre Manzo. Bon, si le premier, des fois, ça va pas toujours. Ça devrait aller. Donc, je vais me donner à 100%. On est là. Donc, le décompte 3, 2, 1 et j'y vais. 3, 2, 1. Oh my God! Un salto arrière! My God! Mais magnifique! Alors là, superbe salto. Alors attends, non mais là c'est un truc évidemment. On a le micro en entier qui t'entend, mais ça. Alors en fait, dès qu'on fait l'histoire du salto arrière, évidemment, la difficulté faut avoir une puissance dans les jambes. Alors après, c'est beaucoup le côté technique. C'est surtout la technique dans un premier temps. En fait, souvent, quand les gens lambda, quand ils veulent apprendre à faire un salto arrière, ce qu'ils font, c'est que tout de suite, ils viennent tirer la tête vers l'arrière. La problématique de tirer la tête vers l'arrière, c'est que ça nous rapproche du sol. Et oui. Voilà, donc le but, c'est d'utiliser ses bras. J'utilise mes bras, je lève les épaules et après, je vais faire une chandelle. Et après, quand j'arrive en haut, je fais la rotation. Ah ouais. Bon, ça paraît compliqué, mais quand on le travaille, c'est facile. Il faut du travail. Combien de temps pour apprendre un salto arrière? Avec quelqu'un d'expérimenté et avec quelqu'un qui a une bonne dynamique sur les jambes, je pense qu'on peut, en une semaine, je peux lui faire un salto arrière. Tout seul, en une semaine. Après, il vaut mieux rester toujours à côté, parce qu'une semaine, c'est un peu tôt pour vraiment le faire tout seul. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de la complexité du mouvement et des fois, on peut être perdu par rapport à l'espace où on va être. Oui. Souvent, quand on passe ça peut être dangereux, faut faire attention. Ça peut être très dangereux, à pas reproduire sans. C'est-à-dire que faut pas que les gens se disent, oh tiens, oui, ça a l'air facile, j'y vais. Voilà, moi j'ai fait 12 ans de gym. Pour moi, un salto arrière, c'est comme si je faisais une roulade arrière. Oui. D'accord. Donc déjà une roulade arrière, c'est déjà dur à Donc le salto arrière, c'est très dur aussi. C'est très compliqué. Et puis il faut quand même cette puissance. Ça veut dire quand tu dis que tu es en l'air. Peut-être comme on l'a eu en caméra, on le fera en vitesse ralentie, hein, pour que les gens voient ce que ça donne. Mais ça veut dire qu'il faut déjà être en l'air. Il faut déjà être en l'air et faire la rotation. Voilà. Donc il faut utiliser tout son corps, encore une fois. C'est une question de coordination. De timing, coordination, etc. Donc ça, c'est une semaine et encore une semaine pour comprendre le mouvement et le faire avec quelqu'un. Même si je le touche pas, d'être à côté. Oui. Mais après, quand on sort par exemple, si on sort de la salle, on va en extérieur, on perd tous ses repères. Donc c'est pareil, là, il faut réapprendre parce que le fait qu'il y ait énormément de surface, dans notre tête, on est perdu. Et des fois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le mouvement en plein vol. Parce qu'ils se rendent pas compte. Donc là, il faut le faire avec quelqu'un. Il faut pas le faire comme ça. On se dit, ah ouais, c'est bon, je vais le faire. Oui. Voilà, facile, c'est pas facile. C'est facile. Il faut être avec quelqu'un qui connaît les choses. Et il faut y aller crescendo quand même. Voilà, il faut prendre le temps. Et du plongeon. Est-ce que tu as fait du plongeon? Alors moi, je l'ai fait pour le plaisir. Oui. Mais jamais. C'est les 3 mètres où je m'amusais à faire des doubles saltos avant plongée ou voilà, mais sans en faire de trop en fait.
Ouais, pas en compétition. Pas en compétition, non. C'est pas un truc qui te plairait? Je pense à ça Alors, comme ça. J'ai aimé faire énormément de trampolines géants. J'adorais ça. Je faisais des full, c'était double salto arrière avec une bride en chaque. Mais voilà, après, si, ça aurait pu être sympa en fait de faire du plongeon, mais je n'ai jamais fait. Mais, ça n'a pas été l'occasion. Ça n'a pas été l'occasion à ce moment-là et j'ai pas forcément été dirigé vers cette discipline-là, mais ça reste une belle discipline. Quand tu demandes c'est plonger à la perfection avec des doubles saltos, des vrilles, etc. C'est magnifique. Hein. C'est des sports. Et c'est pas facile. On en a beaucoup parlé parce qu'il y a quelqu'un qui a glissé, etc. Ouais. Bon, mais voilà, devant le président. Je sais pas si tu as vu Non, quand ils ont inauguré la piscine, il y avait un des plongeurs qui inaugurait la piscine, qui devait faire le plongée devant le président de la République, etc. Et qui est tombé. Voilà. Et donc ça a fait monter son Instagram. Voilà. Il est passé sur McDojo. Voilà, ouais, McDojo Live. Salle dépense, mytho. Le gars, il tombe du plongeoir. Et ensuite, il revient parfaitement. Non, mais voilà, il a réussi la deuxième fois du coup. Et là, bah non, il s'est arrêté. On a pris de ses nouvelles et puis voilà. Et puis il s'est arrêté. Malheureusement, ça arrive. Hein, c'est les aléas aussi. Ouais. Hein. C'est comme souvent, moi, j'ai fait des compétitions de gymnastique aussi. Des fois, ça se passe pas comme on voudrait. Ouais. Et malheureusement, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, la fatigue, comment on a dormi. Il y a tellement de choses. Bon. Mais en tout cas, là, on a vu des belles choses. Là, franchement, on va le sortir. Ça, le salto, ça c'est sûr. Et puis, évidemment, on a appris comment un peu se défendre. Ça, c'est vraiment aussi intéressant. Voilà. Bon, après, on aurait pu voir du jiu-jitsu, des étranglements, etc. Mais t'en as vu la semaine dernière, il me semble, avec Mathilde et puis. Oui, je me suis déjà fait étrangler. Mais quel étranglement tu voudrais? J'ai vu que t'avais pris la périviane de. Oui, voilà. Non, mais c'est bien, moi, c'est bien. Voilà. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci. Un truc. Alors donc oui, parce que j'ai pris quand même 2-3 étranglements. Voilà. Bon, ok. Bon, donc le chat est là. Voilà, vous nous dites si ça vous a plu un petit peu. Hein. Mais je trouve que c'était assez impressionnant. Hein. Voilà. Donc ça revient. En tout cas, je trouvais que c'était assez impressionnant pour faire ça. Tiens, quelle est la qualité principale pour pratiquer le JJB? Nous demande Charlotte Brun. Pour moi, il n'y a pas forcément de qualité principale. Le but déjà, c'est de venir déjà dans un club et de venir pratiquer déjà. Et après, tu verras en fonction de tes capacités à pratiquer la discipline. Il faut pratiquer pour découvrir et se rendre compte de ce qu'on a besoin en fait. Et après, tout peut se travailler. Souvent, on a des gens qui ont des problèmes de mobilité. La mobilité, on va la travailler sur du spécifique, sur des exercices spécifiques qu'on va faire à l'échauffement, par exemple. Donc, la qualité, il faut être un minimum sportif quand même, parce que voilà, sinon ça va être très dur. Et puis, après, aimer se rouler au sol avec quelqu'un, quoi. Bah oui, sinon c'est pas terrible. Sinon, c'est compliqué. Bon, allez, on a un livre à gagner. L'activité physique, un atout pour bien vieillir. L'activité physique est un atout pour bien vieillir de Frédéric Chorin, des éditions InPress. Donc ça, c'est à gagner et on va essayer de vous faire gagner ça. Et d'abord en essayant de gagner la question. La question numéro 2, justement, qui est la suivante. Comment s'appelle l'académie de JJB fondée par Pierre Manzo? Comment s'appelle l'académie de JJB fondée par Pierre Manzo? Est-ce que c'est Jiu-Jitsu Family? Est-ce que c'est MMA Factory? Est-ce que c'est Hatch Academy? Est-ce que c'est NR Fight? Une seule bonne réponse parmi les 4. Comment s'appelle l'académie de JJB fondée par Pierre Manzo? Jiu-Jitsu Family, MMA Factory, Hatch Academy, NR Fight. Une seule bonne réponse parmi les 4. À vous de me dire laquelle est la bonne. Évidemment, Pierre répondra tout à la fin. Bravo, on nous dit effectivement dans le chat. Waiting for players, une seule bonne réponse. Comment s'appelle? Bon, évidemment, on peut donner la réponse. C'est évidemment la Jiu-Jitsu Family.
Alors donc, Jiu-Jitsu Family, est-ce qu'on est comme dans une famille dans ton club? Exactement, c'est ce qui en ressort en premier en tout cas. C'est vraiment les Ouais, membres. vraiment le moment où tout le monde est cool. Ça arrive qu'on rigole pendant le cours. Voilà, il n'y a pas de pression particulière. C'est une famille quoi. Le plaisir avant tout. C'est le plaisir avant tout. Ouais. Ouais. Même si on est des gros compétiteurs, on sait à quel moment on doit se taire entre guillemets et se concentrer. Mais derrière, il y a beaucoup d'amusement. Et quand est-ce et pourquoi tu es devenu justement coach, entraîneur, prof? Est-ce que Bon, en fait, je l'ai toujours été. Pareil, quand j'étais en gymnastique, je donnais des cours à des plus jeunes vers la fin de mes années de carrière de gymnaste. Mais après, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, j'aime partager. Partager, t'aimerais laisser une marque, une histoire, etc. dans le temps, dans 70 ans quand non, parce que je pense que avec le temps, on oublie. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, au bout d'un moment, on passera à autre chose. Non, c'est surtout de partager mes connaissances et de voir. Ma plus grosse récompense, en fait, c'est de voir mes élèves performer, en fait. Et de voir, là, comme j'ai un de mes gars là, qui a fait champion de France en ceinture marron. Et derrière, quand on te dit il a le même jeu que toi, il bouge comme toi, pour moi, c'est une récompense, en fait. Il y a une méthode Manzo? Il y a une méthode Manzo. Il y a la méthode Manzo, s'il vous plaît. Il faut venir nous voir. Il faut venir nous voir. Si vous voulez apprendre la méthode Manzo, et ben voilà, vous savez où ce qu'il faut aller. Il faut aller au Jiu-Jitsu Family à Épinal. Exactement. Voilà, c'est l'élément. Beaucoup de gens d'ailleurs viennent dans le club un peu de toute la France. C'est ça, ouais. Souvent, j'ai beaucoup d'étrangers qui sont en déplacement dans la région parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont pas françaises. Et là, j'ai de tout. Et les gens, oui, des sociétés qui sont à Épinal. Ils sont à côté, même à côté d'Épinal. Et finalement, il y a beaucoup de gars du Jiu-Jitsu qui me contactent pour venir s'entraîner. Ah, parce qu'ils sont de passage? Ils sont de passage ou D'accord. Ouais, ils sont de passage beaucoup, ouais. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est vraiment intéressant. Donc il y a ce côté. Alors ça c'est aussi un élément dans le sport qui est intéressant, c'est-à-dire que à travers le voyage, le sport et finalement c'est international. On est accueilli grâce au sport. Ah bah de toute façon partout moi où je vais, même quand je pars en vacances. Je m'organise toujours pour pouvoir. Je regarde, je dis là il y a un club, je vais pouvoir aller tourner au moins une fois dans la semaine, tu vois. Et ça c'est sympa, c'est-à-dire que c'est sympa parce que tu rencontres des gens et ça raccourcit avec la même passion. Exactement. Et ça raccourcit les choses. C'est vraiment quelque chose. Ouais, ça c'est vraiment important. C'est ça aussi, c'est le côté très familial qu'on retrouve dans beaucoup de clubs aussi. Souvent quand tu vas dans un club de jiu-jitsu ou de grappling, tout le monde est accueillant et finalement tu fais des belles rencontres et puis finalement tu as appris de nouvelles techniques parce qu'on a tous des styles différents et tu sais que ton jeu il va s'améliorer et puis c'est ce que je recommande même à mes élèves d'aller à droite à gauche dans des clubs différents parce qu'on a tous des styles différents et ça c'est dommage, ce serait dommage justement de garder que pour soi ces élèves parce que tu apprends plus avec les autres. Oui, c'est-à-dire que l'idée c'est avoir quand même une formation de base. Une base. Comme tu disais, les repères. Exactement. Et puis après, il y a des spécificités, des développements que les gens peuvent. Parce que quelquefois, on dit au sol, il y a le jeu pour les personnes qui sont plutôt lourdes, plutôt légers, plutôt etc. Et ça, les gens sont plus ou moins forts dans tel ou tel Mais après, secteur. chaque académie a quand même son jeu. Oui. Tu vois, et tu te rends compte en compétition, moi, c'est surtout là que je l'ai rencontré, c'est quand je fais beaucoup de compétitions internationales. Tu te rends compte qu'ils ont des jeux différents du tien. Et moi, je suis obligé de me régler à ce moment-là en compétition, tu vois. Et du coup, des fois, je vais sur de la défaite, mais j'ai appris beaucoup. Beaucoup d'élèves. Et tu as un élève qui est ceinture noire chez toi? Alors, on est plusieurs ceintures noires. Il y a donc moi, je suis le head coach, le coach principal. Et après, il y a Grégory Guillaume, une ceinture noire qui a eu sa ceinture noire aussi des mains de Robert. D'accord. Donc un petit peu plus tard que moi, mais c'est quasiment pareil. Et après, on a Bruno, un ancien qui est passé ceinture noire. Et puis là, les prochains, ce sera justement mon gars qui est ceinture marron et Mathieu aussi qui est très investi dans le club, qui fait moins de compétition mais qui est très pédagogue. Et ça, c'est une belle fierté aussi. Mais toi, tu n'as pas remis encore de ceinture noire? J'ai remis à Bruno.
À Bruno, oui. À Bruno. D'accord. Mais sur mes vrais compétiteurs, j'ai pas remis encore. D'accord. Et c'est pour bientôt, donc ça va être un beau moment. Il y a une transition importante que tu es en train de faire. Une transition entre guillemets, parce que finalement, je lâche pas le sol et le jiu-jitsu et les compétitions. Mais ouais, là, j'aimerais commencer ma carrière dans le MMA en fait. Dans le MMA, c'est-à-dire te lancer dans la percussion. Alors, et en même temps, on va voir justement un petit peu les images où on va te voir peut-être un petit peu être là. Là, on voit que ça bouge pas mal. Hein. Et voilà, donc après, moi, j'ai les bases avec le Kempo américain. Donc, comme je disais, hein, c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui, de pourquoi je me lançais aussi dans le MMA. C'est que derrière, je vais pas dire que je suis top niveau en pied-point, mais j'ai des bases. C'est plus facile de me perfectionner en pied-point aujourd'hui que si j'aurais pas les bases du sol, ce serait compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plus facile à être bon en striking qu'en sol si tu n'en as jamais pratiqué. Oui. Tu vois, donc voilà. C'est-à-dire que la cinétique d'apprentissage est beaucoup plus longue. Et beaucoup plus longue au sol qu'en striking. Donc j'ai des bonnes bases. Là, justement, à partir de demain, je vais travailler avec Nicolas Haute. Oui. C'est pour ça que je suis ici aussi cette semaine sur Paris. Très bien. Donc on va faire des tests sparring, etc. Donc Smart Fight, vraiment avec qui j'aime travailler. Donc on va voir cette semaine quelle direction on va prendre et surtout pour me corriger où on va aller pour être optimal avant mes combats. Alors toi, donc du coup, tu n'as peut-être pas pris la décision, mais tu veux commencer d'abord en amateur ou directement en professionnel? Donc ça, en fait, ça va être justement en fonction de la discussion que je vais avoir avec Nico. Parce que moi, ce que je disais, c'est que j'ai pas envie d'improviser dans le MMA. D'une, c'est pas un jeu. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. D'une, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer et je l'ai ressenti il y a pas longtemps en fait. Surtout que j'avais envie de le faire. C'est que j'ai été voir un combat, justement, c'était l'Hexagone MMA, organisation de MMA, et en fait j'avais un copain qui combattait là-bas. Et en fait, quand je l'ai vu dans la cage, je me suis vu en fait. Et c'est de là que ça a commencé à partir. Et puis après, il y avait, il y a Delphine Benwesh aussi, qui est dans le circuit, qu'on se connaît super bien, etc. Et elle aussi, elle, ça me motive aussi. C'est une source de motivation aussi pour moi d'aller dans la cage, tu vois. Et autre chose, la dernière, c'est que j'aimerais développer aussi le MMA dans mon académie. Et pour moi, c'est pour avoir une légitimité, j'ai besoin d'aller faire quelque chose dans le circuit MMA en fait. C'est pas de me dire je propose du MMA alors que j'ai rien fait derrière. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois, après, c'est ma décision à moi. Tu vois, il y en a qui pourraient le faire sans se dire je vais aller faire de la compétition. Et puis pour finir, c'est ce que je disais dès le départ, c'est que je veux rien regretter dans ma vie, dans le sens où si je me dis que si je le fais pas maintenant, je vais le regretter de pas l'avoir fait. Donc bientôt dans une cage. Bientôt dans l'octogone. Bientôt dans les rêves les plus, en tout cas dans l'objectif, on va parler des pros. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus? UFC, PFL, KSW, Ares, Catch Warrior ou autre? Alors aujourd'hui, j'ai pas de prétention. Sachant que on est d'accord. Aujourd'hui, j'ai pas de prétention à être dans n'importe quel. Dans un premier temps, c'est de faire ses armes entre guillemets. Alors amateur ou pro, ça dépend. Si l'amateur, j'ai le droit en fonction de mon palmarès aussi, c'est en tant que grappleur, en tant que des connaissances que j'ai en pied-point, etc. Je pense que c'est peut-être ça qui va différencier. Et après faire combat pro, mais dans des bonnes organisations. Tu vois. En tout cas, bonne organisation. Et puis on verra. Alors dans un premier temps, dans une bonne organisation française. Bien sûr. Voilà. Et après, on verra la suite. Déjà de voir comment ça va se passer. Mais des fois, on te propose des galas ou machin. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas faire un gala et si je fais quelque chose, je le fais à fond. Il y a aucun problème parce que je sais ce que c'est la performance et de s'investir dans une discipline parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais derrière, c'est de le faire correctement. Donc pour l'instant, tu call out personne. Tu vas pas appeler, tu vas pas défier un adversaire. Non, pour le moment, non. Voilà, je vais voir si après, j'ai quelque chose pour le moment en tête. Après, c'est à voir. Justement, je vais attendre de cette semaine pour plus te positionner là-dessus. Voilà, exactement. Charlotte Brun qui dit quels sont tes prochains projets, objectifs pour les mois à venir. Tu vas t'en donner. Et à part le MMA, d'autres projets. Bon, je sais pas. Donc là, j'ai déjà en mai, j'ai déjà les championnats d'Europe de grappling.
Ouais. donc à Bakou. Après, en D'accord. octobre, on aura les championnats du monde au Kazakhstan en grappling aussi. D'accord. Après, il va y avoir d'autres compétitions. Là, dans un premier temps, c'est d'abord de continuer à m'entraîner en MMA aussi, voir ce que ça va donner. Et dans les projets futurs autres que le MMA, peut-être que j'aimerais ouvrir une deuxième salle. Voilà. Ah, très Pour bien. que ce coup-ci, ça soit que du business. Voilà. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, je reste sur un format associatif. Ouais. Voilà, donc associatif. Et je travaille aussi à côté dans une autre salle voilà, qui me rémunère. Et le but, c'est vraiment de développer mon activité Le côté. voilà, à côté de mon pôle bien-être. Alors, pour le bien-être, justement, on va regarder le site. Il y a un site qui est très bien là. Cryothérapie, le froid est désormais, voilà, Célis, la cellulite, ce n'est plus un problème. Un espace sauna, un moment de détente. Autrement dit, dans ton pôle bien-être, tu as mis plusieurs choses, notamment Voilà, donc, la cryothérapie corps entier. Ouais. c'est ça. Donc, en fait, à la toute base, donc le nom de la société, c'est Cryovosges. À la base, on était uniquement spécialisé dans le froid. Voilà, donc pourquoi la cryothérapie mais en vue de se diversifier et de créer justement ce pôle bien-être. Donc aujourd'hui, on l'a renommé pôle bien-être de la Bazaine. Donc on a la cryothérapie, on fait du froid, du chaud avec les saunas, un sauna infrarouge, un sauna finlandais. Et après, on a aussi une machine pour la cellulite. Donc voilà, une machine un peu révolutionnaire qu'on a installée, Et derrière, on a un masseur, on a une ostéopathe, on a une réflexologue et une diététicienne. Donc voilà, on a vraiment essayé de mettre Avec quelque chose. Toute une équipe. Toute une équipe. Donc c'est des indépendants. Nous, on leur loue les locaux et on a une belle équipe. Voilà, on a une belle équipe. Bon, bah, faudra y aller pour faire une petite session de récup là. Et là, sur la cryothérapie, on est sur de la cryothérapie corps entier. Ça veut dire qu'on a la tête qui est immergée. On a 2 sas. On a le premier qui est à moins 60 degrés, qui est fait pour s'acclimater au froid et terminer de sécher la peau. Et après, on a le deuxième sas qui est à moins 110 pendant 3 minutes, donc la zone de traitement. D'accord, donc un double sas. Vous aviez... C'est juste une chambre avec 2 sas dedans. 2 sas dedans, d'accord. Un peu comme Vous n'aviez pas ils en ont 3 ou 2 des sas. 3, mais, voilà, mais vous n'aviez pas qu'un à un moment donné? Non, c'est juste une chambre avec 2 sas dedans. 2 sas, d'accord. Ça, tu l'as créé, c'était 2019. Hein. Fin 2019, ouais. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Ah, super. Alors, comment ça a été, le Covid? Le Covid, ça a été compliqué pour tout le monde. On a dû fermer, on a dû trouver des solutions parce que c'était compliqué. En plus, on n'avait pas encore de chiffre d'affaires, donc pour avoir les aides, c'était compliqué. Eh oui. Donc, mon associé, il a dû retravailler. Moi, j'ai dû travailler aussi à côté pour qu'on puisse s'en sortir. Et aujourd'hui, on est encore là, donc c'est que ça avance. C'est que ça avance. Mais ça a dû être... Et ça montre aussi une détermination mentale. Exactement. Parce que là, ça devait être quand même compliqué. Parce qu'on aurait pu fermer à plusieurs reprises. Hein. Vous avez ouvert en novembre ou je sais pas. Octobre. Octobre, donc même pas une année. Et en mars, on vous dit non, mais en fait, on ferme tout. Bon, ah ouais, ça a été. C'est le pire. Mais bon, du coup, du temps là, on a travaillé chacun de notre côté et du temps là, justement, j'ai pu aussi me concentrer aussi sur mon académique, le bâtiment qui était collé pour faire les travaux en parallèle, tu vois. Et oui. Donc voilà. Donc en fait, t'as pas perdu de temps, t'as su là aussi rebondir. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a une belle équipe. Voilà, on essaie de se développer comme on peut. Voilà. Et puis la qualité, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire ça aussi, c'est un avantage. Le fait de pouvoir faire les travaux toi-même. Ah bah totalement, nous on a fait tout de A à Z. Derrière, il y a aussi cette récompense-là de se dire qu'on a fait tout soi-même. Et ça, c'est le plus beau des trucs. Et surtout, il y a un paramètre qui est important, c'est que c'est financier. Parce exactement. Que quand on travaille soi-même, bien sûr. C'est pas la même chose qu'on construit. Totalement. C'est pour ça que le côté manuel d'avoir fait électricien derrière, ça m'a aidé énorme. beaucoup. Mon père est chauffagiste plombier de base, mon frère est aussi chauffagiste plombier à son compte aujourd'hui. Et derrière, on est très manuel. On a fait leur maison, on a rénové complètement, on s'est cassé les murs porteurs, on sait faire les charpentes, on sait tout faire en fait. Donc ça, c'est bon, je vais t'embaucher. Moi, j'ai 2-3 travaux à faire. On a des choses, etc. Bon, donc on va regarder ça. Ok. Aujourd'hui, comment ça se passe? Tu co-diriges le truc. Tu bosses encore là-bas? T'es sur les deux? Tu m'as dit comment ça se passe? Alors, je suis toujours sur mon pôle. Après, après j'ai de la chance d'avoir un associé qui me comprend. Je sais que c'est pas forcément toujours facile et j'y pense énormément, même si je lui dis pas forcément que des fois ça m'embête de tout ce que je fais à côté. Mais je
peux pas faire autrement si je veux aller où je veux aller. Bien sûr. Et finalement, à la fin, ce sera pour nous deux quand même, parce que plus je vais évoluer, je vais me faire connaître, etc., ma notoriété, Plus ça va. plus ça va aider aussi au développement finalement de ma société. Ouais. Bougis qui dit Pierre a mis de la peinture sur son pull. C'est à la mode. C'est à la mode, voilà. Il y avait de la peinture à faire, donc. J'ai pas. Voilà, c'est absolument. Voilà, bon, bravo Bougis. Bon, sur le sport santé, justement, ça a toujours été une évidence pour toi d'essayer de. Enfin, c'est pas. Là, c'est Pôle Récup, etc. Mais tu m'as dit c'est ouvert à toute personne qui veut refaire du sport et qui veut. Je crois qu'il y a quelqu'un de ta famille que tu as reconditionné véritablement à faire du sport. Le papa dans ses débuts. C'est vrai que mon papa, il faisait 110 kilos. À un moment donné, c'était plus possible. Il y avait quelques problèmes de santé, de la tension. Voilà, donc il s'est mis au sport. Je l'ai aidé au départ et après, il est parti tout seul à faire ce qu'il avait envie. Ça l'a motivé de le faire ensemble. Au début, c'était très dur, comme toujours. Au départ, c'est toujours compliqué. Et finalement, après, il a perdu 30 kilos. Ah oui. Donc 30 kilos, bon, il en a repris un petit peu là, mais il a dit qu'il ne repasserait pas la barre des 100. C'est déjà beau quoi. Ah, mais, ça c'est top. Et du coup, c'est ce que je pense que je viens de lui, ma détermination à toujours aller au bout des choses. Voilà, il s'est donné un objectif, il l'a respecté, il a été jusqu'au bout. Et moi, c'est pareil, quand je commence quelque chose, ben j'irai au bout des choses. Aujourd'hui, c'est que ce soit dans le jiu-jitsu ou dans tout ce que j'ai fait dans les sports avant, c'est d'aller chercher la performance et de faire partie des meilleurs. Et aujourd'hui, j'y arrive, en tout cas. En tout cas, voilà, en France, je commence à faire partie des meilleurs Français dans la discipline. Super. Bon, il y a un canard qui vient de passer. Non. Bon, ça, c'est les arrières, vous voyez pas, mais bon. On a la petite stagiaire qui a le hockey, mais je croyais entendre un canard. Bon, non, mais elle est gentille comme tout. Elle est gentille comme tout. Alors, ok. Donc, projet, en tout cas, pourquoi pas, c'est d'ouvrir plusieurs centres. Justement, Charlotte Brun qui dit, est-ce que tu te vois ouvrir une salle à l'international, autrement dit, alors peut-être pas ta salle, mais peut-être si c'est possible en France ou quelque chose comme ça. Alors dans le jiu-jitsu, oui, en France, ça sera fait. Déjà, je compte le faire dans une autre ville déjà. Donc pas trop loin forcément de chez moi, mais dans une autre ville où il y a beaucoup plus de population et où le sport c'est important. Et où il y a beaucoup plus d'étudiants. Voilà, c'est où c'est important. Une journée dans la pierre dans la pierre. Une journée dans la peau de Pierre Manzo, ça fait quoi? Ah ben, ça fait beaucoup de sport. Donc moi, mon petit rituel. Une journée type, ouais. Une journée type, je vais me lever. Bon après, ça dépend en fonction de est-ce que je dois aller au pôle pour ouvrir ou pas. Et en fonction de ça, ça va rythmer ma journée en fait. Donc voilà, donc je vais me lever. Pas de petit déjeuner. Parce que je prends pas de déjeune jamais. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais à la base, je déjeune jamais. J'ai pas la nécessité de le faire. Même si pour certains, ils vont dire il faudrait déjeuner. Moi, j'ai pas besoin. Je me sens super bien comme ça. Donc, je vais me lever. Ensuite, je vais préparer mes affaires. Et je sais que le midi, je vais avoir un entraînement. Dans tous les cas, tous les midis, j'ai entraînement de midi à 13h. Donc là, on a un groupe. On a mis en place un groupe et on se dit juste soit c'est en kimono, soit c'est sans kimono. Voilà, tout simplement. On fait 1 heure que de bagarre. Donc le midi, c'est 1 heure de bagarre. Kim ou sans Kim? Kim ou sans Kim. Donc, Guy ou no Guy? Guy ou no Guy. Ensuite, bien sûr, je mange. En fonction de ce que je dois faire, si je dois être au pôle, ben, je travaille. Sinon, ben, ça m'arrive de faire des siestes, même si c'est rare aujourd'hui, avant mon deuxième cours du soir. Souvent, je fais une cryo aussi. En général, je fais une cryo par jour entre mes 2 séances. Pour récupérer. Donc ça, c'est vraiment important pour toi, la cryo. Ouais, pour moi, la cryo, c'est super important. Et je me rends compte quand je la fais avant mon deuxième entraînement, bah, ça va me booster en fait. D'accord. Ça me donne un petit coup de fouet et ça me donne envie, tu vois. Ça te stimule. Ça me stimule. Donc, ouais, ma petite séance de cryo. Et ce que j'aime bien aussi faire le lundi, pour moi, c'est la récupération, parce que j'ouvre à 14h seulement. J'ouvre seulement à 14h le pôle. Donc, j'en profite. Pour moi, c'est ma séance de récup. Souvent, je fais un sauna de récupération. Ça m'arrive de me faire masser aussi par notre masseur. J'essaie de prendre soin de moi le lundi. D'accord. Donc, ça c'est un élément qui est… D'accord. Donc, un peu de récup, du sport.
Et puis l'organisation de la cryo. Exactement, ouais. Donc c'est pareil, hein, je profite de l'ostéo, j'essaie vraiment d'optimiser en tout cas au max ma préparation quand je dois combattre par exemple avant une échéance de compétition ou même entre. Hein, ça permet de faire un petit check-up et c'est super important quand même. Parce que souvent on se dit ah ben on a mal là, mais finalement c'est toujours trop tard quand on a mal. Eh ben oui. Il faut faire de la prévention au maximum. Et pour Exactement. ça, l'ostéo, le massage, la récupération, la cryo sont des éléments qui sont importants. Allez, encore une petite question. Pour essayer de gagner le livre, L'activité physique, un atout pour bien vieillir, aux éditions InPress. Les tendons fléchisseurs des doigts sont maintenus aux phalanges grâce à des muscles, des poulies, des cordes ou des os. Les tendons fléchisseurs des doigts sont maintenus aux phalanges grâce à des muscles, des poulies, des os ou des cordes. Une seule bonne réponse, évidemment, il faut avoir suivi l'émission. Si vous avez suivi l'émission, vous avez la réponse. Sinon, c'est un peu plus difficile, mais enfin, c'est pas impossible à trouver. Les tendons fléchisseurs des doigts sont maintenus aux phalanges grâce à des muscles, des poulies, des os ou des cordes. Je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe. Os, c'est marqué OK, mais c'est os qu'il faut lire. Évidemment, vous avez la réponse. Bon, Pierre, tu as la réponse. C'est bien sûr les poulies. Les poulies dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, et Pierre montre la poulie qui est cassée. Hein. Ouais, c'est celle-ci. Hop. Voilà, la poulie qui ne fonctionne plus. Bon, on attend un petit peu les réponses et on va donner bien sûr le nom du gagnant. En attendant, on va donner le petit questionnaire du doc. Le petit quiz. Allez, le quiz du doc, il est difficile. Le questionnaire du doc. Première partie du questionnaire du doc, c'est l'avis de l'expert. L'expert, c'est toi. Selon toi, le JJB est-il le meilleur sport de self-défense dans la rue? Ça, on va dire ça en fait partie. Ça en fait partie pour moi. Ça fait partie. Parce que si jamais on arrive au sol, au moins on peut essayer de se sortir de ce côté-là. Parce qu'on a des bases. Après, on s'amuse pas à rester collé à son adversaire, mais oui, bien sûr, dans la rue, souvent et surtout aujourd'hui, la majorité des combats dans la rue, quand c'est des gens qui ne sont pas expérimentés, ils vont terminer au sol. Donc oui, pour moi, c'est la meilleure discipline pour apprendre à se défendre au sol. Deuxième question de l'avis de l'expert. Selon toi, le grappling ou JJB doit-il avoir sa place aux Jeux Olympiques? Alors, pour moi, oui. Après, ça dépend juste du règlement. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose de visuel. Il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas passif. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit lent. Il faut que ça soit dynamique. Voilà, donc il y a des règlements comme ce que je fais avec l'équipe de France grappling, donc le circuit WW. C'est des matchs de 6 minutes. Et là, c'est très actif. Du moment où tu n'es pas actif et tu as des pénalités. Et tu es obligé de lutter. Si tu te mets assis, tu perds 2 points d'office. Tu vois, donc c'est intéressant, ça bouge de partout. Et oui, si à ce format-là, pour moi, ce serait intéressant. Parce que sinon, le public risque de s'ennuyer. Exactement. Et puis de se dire, les gars, ils font quoi? Ça fait 5 minutes, il est sur lui. Voilà, il faut que ça soit dynamique. Du moment où c'est dynamique, je pense que ça peut être super intéressant. Selon toi, quel combattant de MMA français, amateur ou professionnel, a le meilleur grappling, a le meilleur sol? Alors, meilleur sol en combattant, je pense qu'il y a Benoît Saint-Denis qui est pas mal en sol. D'accord. Parce que j'ai déjà tourné avec lui il y a un petit moment, hein, mais il est, je pense il peut avoir un bon sol. Après, je vois personne d'autre. C'est le meilleur. La Madeleine du doc, si tu étais, la question là, c'est si tu étais quelque chose, que serais-tu? Si tu étais une technique d'amener au sol, laquelle serais-tu? Je serais, Ishimata. Uchimata. Uchimata, c'est ma spéciale. Bon. Si tu étais une technique de soumission, laquelle serais-tu? Alors là, ce serait Matéléon, donc étranglement arrière. Ma préférée. Si tu étais on va dire, allez, une autre légende du sport de haut niveau, qui serais-tu? Une autre légende? Allez, Cristiano Ronaldo, parce que je l'aime bien. Si tu étais un traitement qui apaise, lequel serais-tu? N'importe quel traitement. Pas médicamenteux, évidemment, uniquement. Le traitement? Alors, un traitement contre le cancer.
Tu serais un traitement contre le cancer. Eh oui. Si tu étais une partie du corps, moi je croyais que tu allais dire la cryothérapie, mais bon. Si tu étais une partie du corps, laquelle serais-tu? Une partie du corps. On a encore, les enfants écoutent encore. C'est pour ça, je voulais éviter que les gens sautent, bouche les oreilles. Non, je sais pas. Ouais, les yeux. Les yeux? Les yeux, ouais. Maintenant, autre partie, troisième partie, le tu préfères. D'accord. Je pense que c'est le plus dur, le tu préfères. Ouais, c'est le plus rigolo celui-là. Le tu préfères, alors qu'une seule réponse, bien sûr. Tu préfères la gymnastique ou le kempo? La gymnastique, c'est mon premier sport passion. Tu préfères le jiu-jitsu brésilien gi ou no gi? No gi. Tu préfères le triangle de jambes ou la clé de bras? C'est difficile là. Ah, je vais prendre le triangle. Tu préfères la guillotine ou l'étranglement? Guillotine, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Tu préfères perdre en finale ou gagner la place de 3? Alors là, gagner la place de 3, c'est pas mal aussi quand... Ça dépend le règlement, c'est toujours pareil. La place de 3, c'est pas mal quand même. Tu préfères gagner la Pro League ou être bronze au World Combat Games? La Pro League, parce que c'est un événement en France et les Français, ils aiment bien titiller un petit peu sur le niveau d'autres Français, tu vois. Il y a un côté d'ego en fait. Donc la Pro League, Donc, la Pro League, ouais. Tu préfères la Jiu-Jitsu Family ou la Team Zenith? Jiu-Jitsu Family. Tu préfères Épinal ou Las Vegas? Épinal quand même, parce que c'est là où j'ai toutes mes activités et c'est là que j'ai grandi, entre guillemets. Donc, Tu préfères la paella ou la quiche Lorraine? La paella. La madre. La maman espagnole, donc... Donc la paella sans aucun doute. Il y a la paella. Bon, je me doutais sur cette réponse-là. Je crois que tu n'avais pas beaucoup. En plus, tu l'as goûté celle-là? J'ai mangé. J'ai mangé. Bon, notre gagnant, c'est Bougies. C'est Bougies, notre gagnant. Voilà, qui est le premier, voilà, qui gagne encore un livre, hein, Bougies. Voilà, donc, qui est gagnant, effectivement. Il y avait certainement des participants, mais qui ne se sont pas identifiés. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Bon, la semaine prochaine, on va recevoir Frédéric Bellouz. Il est entraîneur d'athlétisme au Stade Français Athlétisme et fondateur également d'Ator Sport. Donc on l'invite et puis on espère évidemment que ça va être une très belle émission. Voilà, et il va nous présenter son livre puisqu'il a écrit un livre sur la préparation physique justement à la course à pied. Alors, il y a une tradition, c'est que chaque semaine, on demande à l'invité de la semaine de poser une question à l'invité de la semaine suivante pour faire un véritable relais, c'est le cas de le dire dans le cadre de l'athlétisme. Et donc, Pierre, voilà, quelle est, et tu vas pouvoir regarder la caméra qui va se fixer sur toi, quelle est la question que tu poses à Frédéric Bellouz? C'est à toi. Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien. Alors, une petite question, je voulais savoir quel aspect tu donnes à la préparation mentale. Voilà, tout simplement. Parfait, donc voilà, il nous répondra. Il nous répondra, voilà, sur ça. Et puis, voilà, on a une petite tradition dans Bienvenue chez le Doc, c'est de faire ce qu'on appelle le livre d'or. C'est-à-dire que on a là un livre d'or et on demande à chaque invité de venir signer ce livre d'or-là, voilà, qui est une feuille tactile qu'on peut faire avec le doigt ou le stylet. Et là, par exemple, le stylet marche très bien pour une fois. Alors là, tu vas pouvoir, voilà, de la position assise, mettre le petit mot que tu souhaites. Et pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pour dire combien j'ai été absolument heureux de recevoir Pierre Manzo. On a passé évidemment 2 heures ensemble, voilà, à parler, à faire. Donc c'est ça. Voilà, hop, voilà. À parler, il faut avoir la main, la main sur le. À parler et puis évidemment à le découvrir, évidemment ses passions et puis le sport, toutes ses performances, à nous expliquer évidemment son point de vue.
On a remarqué qu'effectivement, c'est une personne extrêmement positive. Alors, bah oui, mais le livre d'or, il a disparu. Voilà. Alors, on va le relancer. Il faut avoir vraiment le mettre. Tu peux même te mettre debout, hein, sans problème. Non, non, ça va marcher. Je vais le relancer. Je vais relancer un nouveau comme ça. Voilà. Et on va voir s'il marche, celui-là. Voilà, ça marche. Posé tout à l'heure. Voilà, on va l'avoir. Alors, voilà, et donc, ce livre d'or, on voit que c'est une personne, évidemment, au grand cœur et qui est très généreux, évidemment, dans son enseignement. Jiu-jitsu brésilien, gi, no-gi, récupération, kempo, self-défense. On voit que finalement, différentes ceintures noires, on voit que finalement, ce chant, comme il l'a dit tout à l'heure, je suis comme ça, c'est-à-dire, eh bien, je fais en sorte que les choses réussissent. Il tient ça de son papa. Voilà, il nous l'a dit aussi, qui a réussi également à faire une perte de poids extraordinaire de plus de 30 kilos. Hein, voilà. Et donc, tout ça veut dire que effectivement, on a une personne déterminée. Au grand sourire, mais une personne déterminée. Alors, il nous a laissé un petit mot. Le petit mot, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ce moment. Voilà, avec le doc. Ah voilà, bise, voilà, c'est un plaisir partagé, absolument. On enregistre ça, pourquoi? Parce que vraiment, on a notre album. Vraiment, ça c'est vraiment important. Bah donc l'émission t'a plu. Exactement, c'était un plaisir de partager. En plus, ça m'a fait remémorer des souvenirs que ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Donc, franchement, c'était un plaisir. C'était vraiment bien. On voit que le chat aussi était très content, a beaucoup et intervenu énormément. Donc ça, c'est vraiment aussi vraiment intéressant. Merci le chat. Merci également l'équipe. Hein. Voilà, Rita qui est là derrière les caméras, Nino, Céline dans la préparation de l'émission, Zach, Reynolds dans la communication, le montage, et bien sûr notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention qui nous aide à faire toute cette émission. Moi, il nous reste à vous dire, bien sûr, qu'on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous allez pouvoir nous retrouver sur tous les réseaux YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. N'hésitez pas surtout à les consulter et à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite le plus grand bien et surtout, on se retrouve à la semaine prochaine. Je vous embrasse, à ciao et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.